Les gars se pognaient pour vrai. Hudson gagne pas le Calder. Au after party, j'ai juste croisé 2 joueurs. Mais c'est 2 gars qui n'ont pas fait le club cette année. Oui, il y avait des plaintes. J'ai pensé à la police. Tu m'as appelé, j'étais comme, OK, là, c'est intense. Ouais, Le party de la finale de la Coupe Stanley, on était allé au Club 11, ça, c'était écœurant. On dit son nom ou pas son nom? Bleu Nuit, personne n'écoutait ça. Ouais. Puis on savait rating, 350, 370 000 personnes qui écoutaient ça. Les gars des Panthers sont juste là. Fait que le Canadien, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un agent de sécurité. Ce que Max Truman mange comme marde, il mange des stades olympiques. Puis là, c'est pas parce que ça m'intéresse, mais il y en a combien de nus? C'est déjà arrivé à 3 reprises dans 3 médias différents. C'est un peu l'ironie de tout ça. Finalement, j'ai décidé de pas le faire. Puis toi, c'est cool, tu sors ça au podcast. Fait que Moi, je regardais Slav hier. Le Slav, c'est le prochain Joel Armia. Le party était soit chez Matthew Tkachuk ou chez... mais il doit avoir au moins 500 filles. Mesdames et messieurs, le récipiendaire du trophée Calder, remis à la recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey pour la saison 2024-2025, est remis à nul autre que Lane Hutson! C'est tellement intense, man. Parce que je suis allé voir Lane Hutson jouer au Centre Bell hier et ça vaut le prix. OK. Et Lane Hutson, je te dis, il était bien plus flamboyant que Sidney Crosby. Même d'ailleurs, hier, là, j'ai vraiment remarqué que Sidney Crosby, c'est plus le même joueur que c'était. Là, juste remettre les gens en perspective. On tape, on est mardi après-midi, donc t'es allé lundi soir. Ouais. Le pire match de Lane Hutson depuis le début de la saison, terminant à -4, t'as fait des niaiseries avec la rondelle, mais toi, t'es impressionné. Pareil, t'as le droit, là, je te dis pas que t'as pas le droit, mais c'est ça. C'est fou, pareil, que comment, des fois, tu sais, on est vraiment, il y a le côté partisan en moi, puis il y a le côté journaliste en moi. Tu sais, exemple, quand il y a eu... Plus gros côté partisan, mais c'est pas grave. Mais des fois, ça change, parce que comme Patrick Laine, moi, je suis vraiment côté journaliste sportif. Tu sais, quand j'ai vu l'analyse de Mathias Brunet qui disait à tout le monde, calmez-vous, les Blue Jackets de Columbus viennent de nous donner un joueur. Puis même quand j'ai vu la take de Marco Normandin avec son podcast qui a dit cette année dans ton pool, don't be that guy de prendre Lane Hutson. J'étais comme pas Lane Hutson, de pas prendre Patrick Laine. J'étais 100% d'accord avec lui parce que moi Patrick Laine, je suis zéro impressionné. Mais là pour Lane Hutson hier, le monde dit "Oh, il a mal joué." Lane Hutson, à chaque fois que la rondelle est autour de lui là, il y a quelque chose qui se passe. Okay. Généralement, il part avec. Attends une minute. Il y a personne. On est déjà comme au sujet 2. On n'a pas d'intro là-dedans. Genre, salut, on est de retour. On est content d'être là. Saison 2, Stanley 25. Il n'y a pas de ça ici. OK, mais vas-y, let's go. Non, mais je sais pas. Tu voulais péter ma bulle de Lane. Non, mais on reviendra à Lane Hutson. Mais il y a comme un décorum, là. OK, mais vas-y avec ton décorum. Comment ça va, Jean? Ça va super bien. Ouais, bel été. J'ai un magnifique été. J'adore ton beau jersey old school des Oilers d'Edmonton parce que moi, je suis convaincu que ton vieux jersey, dans 20 ans, il va être de meilleure qualité que les nouveaux jerseys Fanatics fait cheap cette année. Tu sais que j'ai joué au golf avec 2 hauts placés de Fanatics à l'île de Montréal cet été? Ah ouais? Qu'est-ce que tu as raconté de bon? Rien, j'ai pas dit ce que je faisais dans la vie. Je te demande qu'est-ce que tu fais, autres, dans la vie? Ah, Fanatics, je lève, là, je posais plein de questions. Puis un moment donné, ils me l'ont demandé, je suis dans la création de nouvelles. Souvent, je sors ça, là, quand je vois du monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On crée du contenu nouvelle pour nos propres sites, puis MSN, puis Apple News. Puis je trouve que ça paraît bien. Fait que, tu sais, on n'est pas allé plus loin, c'était correct. Mais c'est des gars d'ici. C'est des anglophones de Laval, Montréal, etc., qui sont derrière Fanatics. Il y a bien du monde à Montréal qui voyage beaucoup et qui sont en arrière de ça. Mais Fanatics, ils font encore les jerseys du Canadien à la même place qu'ils faisaient, je pense, à Saint-Hyacinthe. Je pense que c'était ceux qui faisaient Adidas. Je pense les gens avaient travaillé pour Adidas, maintenant ils travaillaient pour Fanatics, le genre. Mais hier, quand je suis allé au Centre Bell à la boutique, puis j'ai vu, parce qu'ils ont fait différentes gammes. Puis ça, c'est vraiment intelligent ce que Fanatics fait. Je pense qu'ils ont décidé de créer 4 gamme. Fait qu'ils font un peu le même modèle d'affaires qu'ils font dans le mode avec les souliers. Tu sais, supposons comme des Nike, là. T'as des Nike que seulement des boutiques exclusives, spécialisées vont avoir tel modèle. Après ça, t'as des Nike que les magasins à grande surface comme Foot Locker puis Sport Expert vont avoir. Puis après ça, t'as des Nike de collection ultime qui vendent 2000 pièces qu'il faut que t'attendes dans la rue pendant 4 heures de temps pour avoir un code promo exclusif pour avoir ça. Fait que je pense qu'avec les jerseys du Canadien, puis en fait les jerseys du Canadien de la Ligue nationale de hockey puis plusieurs organisations sportives, ils vont créer différentes braquettes. Mais rares sont ceux qui vont acheter des chandails à 600 $, comme ça avait sorti, là. T'en as-tu vu hier au Centre Bell à 600? Non, je les ai pas trouvés. Ça, c'est des systèmes de collection que tu vas, tu sais, c'était quoi le plus cher? 2,80? C'était 300, mettons? Ouais, 300. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'est correct. Ça revient au même prix qu'avant. Ça revient pas mal au même prix qu'avant. C'est juste que il y a comme un sentiment maintenant que si tu veux avoir un petit peu plus,
mais il faut que tu payes un peu plus. Mais de l'autre côté, ça revient à une clientèle qui est distincte. Tu sais, c'est comme des collectionneurs de débiles, genre ça. Sonny de Habs Cave. Mais le jersey à 149$. Il est-tu un peu qualité? C'est sûr qu'il n'est pas de top qualité, mais est-tu correct? Ben, tu sais, encore une fois, tu payes 150$ pour avoir le logo du Canadien, pour avoir le nom d'un joueur, t'as le jersey du Canadien. Cash pour le tissu, mettons. Ouais, mais tu sais, c'est toujours mieux qu'à l'époque, là, qu'il y avait Camilleri, là, la saison de Camilleri, là, le jersey rose contrefait en Chine. Tu sais, tabarouette qui faisait dur, les jerseys, là, les numéros dans le dos, man, ils étaient curvés. Tu sais, c'était épouvantable. Puis je pense que, tu sais, dans le temps, le monde, il payait ça, on va dire, 60$. Mais tu sais, 60$ en 2015, on s'entend-tu? Ah, c'était beaucoup. $100. La seule bonne nouvelle, c'est que t'es pas dans les jerseys de soccer. Jersey de soccer, les numéros décollent tous parce qu'ils sont encore stampés. Fait que quand tu vas venir en Chine, après genre 2 journées à la pluie ou à la chaleur, ton numéro, il décolle. Fait que tu le sais tout de suite. T'sais, au moins, c'était brodé. Je suis pas pour faire la promotion des chandails chinois. Je veux juste dire, avant qu'on aille plus loin, on est de retour pour une saison 2. Ça va être 10 épisodes à l'automne. Yes. Si on est encore heureux, qu'on aime ça, puis vous aimez ça, puis Serge n'a pas vendu 9 millions, on va faire une autre saison 3 après Noël. Puis, on est encore sur les réseaux sociaux sous le nom de 9 millions parce qu'on pousse la boîte qui est en arrière de nous. Salutations Arnaud. Yes. Salutations à Serge. Yes. Fait on est encore dans le même format, mais il y a un truc de nouveau, c'est qu'on est sur Patreon. J'ai même pas ouvert la page encore. C'est comment qu'on le trouve, le Patreon? Ben, je vais faire ça après l'émission, là. M'a pas tenté ça avec Arnaud. Puis, tu sais, pour de vrai, moi, cette année, je me suis inscrit sur... On n'a pas d'adresse encore? Mais ça va être cette année 25 quelque chose. Là, okay. Tu sais, comme toutes nos pages Facebook puis nos comptes TikTok, ça va être éparpillé. Là, on va le trouver. Okay. Écoute, c'est ta job, ça. Ouais, on le fait ça sur le fly, là. Puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Patreon? S'il y en a qui veulent s'abonner, tu sais, à part pour nous supporter, parce que ça, c'est cool. On a fait 0 sous, on a dépensé beaucoup à saison 1. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi il ferait ça à part nous supporter? Mais je pense que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment laisser on va dire le 5 minutes avant d'aller en show, puis on va mettre le débrief du show. Fait que probablement que comme dans le début du show, supposons je dis hey, est-ce que je raconte une histoire controversée sur, on va dire, Logan Mailloux? Mettons. Fait que dans l'épisode complet qui est disponible à tout le monde, mais je vais dire, il y a un défenseur du Canadien qui a pas fait l'équipe puis il a fait telle affaire cet été. Mais le Patreon, lui, va avoir accès à l'intro parce que c'était pas dans le show officiel. C'est ça, c'est un peu comme dans le Patreon. On va dire, en début de show, je vais te demander, hey, y a-tu un joueur de la Ligue nationale de hockey qui t'a intimidé pendant le camp d'entraînement? Fait que là, je dis, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce qu'on nomme ce joueur-là ou pas? Mais là, on va le dire dans le Patreon, puis dans le vrai show, tu vas dire, non, tout est chill. Puis 1 ou 2 tweets méchants, puis ça a été tout, là. Ce qui est con. Ce qu'on coupe aussi, parce que dans la version que vous voyez, des fois, on enlève des trucs où on s'est enfargé, on a dit un nom qu'il fallait pas dire, ou on a fait un segment qu'on juge plate ou pas pertinent, mais il va être disponible dans la version Raw sur le Patreon. Fait que quelqu'un qui nous encourage, je pense que ça va être à peu près 10$ par mois, va avoir accès à tout ce qu'on s'est dit avant, pendant puis après. 10$ par mois, 2,25$ par épisode. On n'a même pas encore déterminé on n'est pas, pas à nos affaires. On va laisser la loi du marché et tous les facteurs ceteris paribus déterminer comment on va pricer notre Patreon. Puis probablement aussi que à un moment donné, ça c'est une affaire qu'on va le déterminer. Des fois, tu sais, j'y ai pensé, on va dire mon voyage à la finale de la Coupe Stanley, est-ce que je drop une coupe de photos puis une coupe de vidéos que tu sais aujourd'hui on pourrait pas mettre sur Internet parce que ça serait la fin du monde d'avoir mis... Genre des vidéos que t'as déjà mis sur ton Snapchat de 25 Stanley après l'avoir vendu? Ouais, genre. T'as ce genre de vidéos-là? Genre, j'ai des vidéos de même. Ça pourrait aller sur le Patreon, peut-être. Fait que peut-être que je mettrais, on va dire, comme, tu sais, je pensais peut-être créer un feature qui s'appellerait comme mon camera roll. Okay. Fait que tu sais, comme quand tu veux voir de quoi ça a l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? C'est que moi, c'est pourri, hein. Personne va payer pour ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai passé la fin de semaine d'aller voir du soccer mineur, puis... mais il pourrait peut-être avoir, on va... de salle, puis je sais pas, j'étais allé au théâtre, là. Ouais, mais tu sais, il y aurait peut-être des vidéos d'une mauvaise décision d'un arbitre au soccer, là. Où est-ce qu'on voit le ballon à 2 mm de la ligne? Fait que peut-être qu'on va mettre ça. Puis sur le Patreon, peut-être qu'en cours de route, là, on va le laisser à un moment donné. On aimerait ça peut-être mettre nos conversations privées entre toi et moi en préparation du show quand on a des scoops d'urgence. Ouais. Fait que ça va être ça le Patreon. Ça, c'est ton intro. Ouais. Ton Patreon. Moi, je voulais dire une chose en intro.
je viens dans un autre minding. Je te l'ai compté en privé. Tu m'as dit, tu devrais le dire, c'est bon. Je sais pas si c'est bon. Je m'en crisse. Je viens comme avec un laisser-aller que j'avais pas avant. Je sais pas ce qui s'est passé cet été. J'ai dû trop jouer au golf. J'ai pas parlé à Serge de l'année. C'était pas pire. Toi non plus de l'été. Arnaud, on s'est pas vu. Je suis comme prête. C'est comme mon chant du cygne. Je sais pas si c'est quoi, mais tu sais, je veux pas lâcher. Je travaille encore super fort dans les coulisses, sur les chroniques radio, sur le podcast pis tout. Mais je suis vraiment prête à ce que tout ça parte. Puis, je sais pas, j'ai fait un cheminement mental où je suis ailleurs. Des fois, j'aime mieux faire de la business qu'être sur le terrain. Des fois, je suis tanné de porter le chapeau de représentant de tout média alternatif qui est pas traditionnel. T'es le bouc émissaire, ça. Ouais, je suis le bouc émissaire. Puis souvent, ça me regarde même pas. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs où, mettons, il y a un certain journal qui a écrit contre un certain gars qu'on a eu comme invité ici, dans saison 1, en disant que c'était un ci, un ça, là, peu importe, là. Puis c'est moi qui reçois des gens de revers. C'est bien, Max Truman, DLC. Ouais, mais tu sais, je suis tanné d'être associé à tout ça. Puis en même temps, je suis super content d'être associé à tout ça parce que toi, moi, puis Francis Allard, qui est absolument fan, on a parti quelque chose, c'est-à-dire de faire un média de façon indépendante il y a 10-15 ans pendant qu'il n'y en avait pas. Tu sais, on a parti un métier, il y a du monde qui gagne leur vie de ça. Il y a des bébés qui boivent du pablum, puis de l'eau, puis du lait en poudre, là, ou je sais pas quoi. Hey, là, grâce à ce qu'on a créé. Fait que je suis aussi content. Fait que cette saison-là, c'est peut-être la dernière, peut-être pas. Puis même affaire dans les coulisses, puis si vous voulez faire un offre, je suis preneur. Mais je suis vraiment je veux pas lâcher, je travaille super fort, mais je m'en crisse plus que jamais. Quelle belle façon de vendre un Patreon comme tout. comme tous les artistes rappers, qu'est-ce qu'ils font? C'est notre dernier album. C'est notre dernière tournée. 2 ans plus tard, hey! C'est notre album de réunion. Saison 7, cette année 25. C'est notre dernier tour. C'est comme NoFX, je suis parenthèse avec NoFX. Vous allez voir NoFX à Québec à l'été 2023 parce qu'il disait c'est notre dernière tournée. Je suis comme, Chris, si m'allais les voir à Québec. Là, cet été, nous comme, ben là, tu vas-tu au dernier show de NoFX? C'est à Montréal. Déjà allé? Je suis déjà allé. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans leur last tour. Fait c'est un peu comme... Mais t'as-tu vu le dernier show de Puff Daddy? Parce que ça a été son dernier. C'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres. J'ai pas tant suivi, ça, l'histoire de Puff Daddy. Il fera pas d'autres shows. Peut-être en prison, là, mais... Tu penses qu'il va aller en prison? Ben, il est déjà détenu, là, non? Il est déjà détenu? Oh, il est détenu? Ah, je suis zéro ça, là. Puis il sortira pas, là. Il y a des accusations par-dessus accusations par-dessus accusations. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre de ça. Tu sais, quelle histoire, parce que là, on entend mille une affaires, lesquelles sont vraies. Tu sais, qu'est-ce qu'il va dire au procès? Il va-tu se rendre jusqu'au procès? On verra. Wow. Intéressant. Ouais. OK, good. Mais là, parlant d'été, là, t'as fait toutes tes annonces publicitaires? Ouais, c'est pas mal ça. Je me cherche pas de job, je me cherche pas de blonde, je cherche pas d'amis. Correct, tout est là, tout est fait. Mais là, moi, parlant de ton été, là, ouais. Parce que, tu sais, en lien avec ce que tu m'as dit, les gens, là, à quel point Max Truman, c'est le gars le plus solide entre les 2 oreilles que je connaisse. La quantité de chaleur, là. Moi, à chaque fois que je vois là, des influenceurs ou des personnalités au Québec là, dire « Oh mon Dieu, là, j'ai reçu 3 commentaires méchants sur ma publication. » Ce que Max Truman mange comme marde, ça a pas de bon sens. Il mange des stades olympiques. Mais c'est Max Truman, il mange dans... Mais là, attends, veux-tu qu'on parle on dit son nom ou pas son nom? Non, mais tout le monde le sait. Tu sais, là, comment Max a vécu l'histoire de Cédric Paris, tu sais, c'est comme inacceptable le comportement de son entourage parce que de un, t'as simplement diffusé une vidéo qui existait déjà, là. T'es pas allé chez eux avec ton téléphone puis aller l'écœurer, là. Puis moi, c'est comme l'hypocrisie, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens d'aller dans des médias traditionnels pour dire on est victime d'intimidation, ça se fait pas des comportements comme ça, les gens, ils dépassent la ligne. Toi, tu fais juste mettre en évidence. C'est comme si tu avais mis des highlights de « Hey, by the way, voici les 5 dernières punitions que Cédric Paré a eues dans AHL. » Tu sais, tu fais juste dire « Hey, voici, c'est ça les faits. » Puis là, toi, tu t'es fait comme ça à brasser, là. Mais c'est parce que quand il a frappé Patrick Laine, le soir même, Cédric Paré, c'était la pire merde sur Terre. Fait que moi, c'est aussi exagéré de la part de plusieurs partisans.
Oui, exact. Ce soir-là, c'était comme, ouais, peut-être pas. Fait que moi, mon réflexe a été de réanalyser le jeu, de poser la question à des anciens HLers, tu sais, puis j'ai demandé à Georges, puis Georges, tu sais, il avait son... Je veux dire, Cédric Paris s'est fait battre sur un jeu hockey, puis pour pas avoir de l'air fou au Centre Bell devant amis, partisans, la caméra, etc. pendant qu'il est à Montréal, ben il fait un move désespéré pour pas se faire battre. C'est ça qui est arrivé. Fait que, OK, c'est pas correct, OK? Le lendemain, tous les médias traditionnels, ou presque, écrivent sur Cédric Paris, c'est un bon gars, il a jamais été violent, il a jamais été salaud, c'est la meilleure personne sur Terre. Là, on était passé de la pire marde à... C'est Gandhi. Je veux dire. Puis moi, c'est à ce moment-là, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Cédric Paris qui jouait LNHB, qui est la première ligue de hockey-ball au Québec. Puis cette personne-là a pris des vidéos complètes de game. Elle l'a isolé parce que cette personne-là joue dans cette ligue-là. Fait que vous la chercherez, il reste 200 personnes. C'est 1 sur 200. Puis elle a isolé, elle dit « Hey, moi j'ai joué contre Cédric Paris, c'est un salaud. Voici 2-3 vidéos. » Moi, j'ai dit, je vais-tu en publier 3 pour y taper sa tête? Non. Puis t'as fait ta job je de n'ai vrai pris journaliste. Exact. J'ai fait du journalisme à ma façon pour ce dossier-là. Juste, Cédric Paris, 2 points. J'ai jamais été salaud, ou il a jamais été violent, ou il a jamais été salaud. Cédric Paris aussi en 2021 dans la LNHB. J'ai mis la vidéo, je l'ai publiée en voulant dire, guys, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais. On est comme entre les deux. Puis, j'ai reçu 2 menaces. J'ai pensé à je t'ai appelé. J'ai pensé à la police. Quand tu m'as appelé, j'étais comme, OK, là, c'est intense. Ouais, on m'a dit, tu sais, il y en a un qui m'a dit plein de mauvais mots, mais au final, c'est si je te croise, tu te magasines une coupe de tape à gueule. Je me pas te croiser. Bon, c'est une menace. Ouais. Une menace de mort, puis j'avais pas tant peur, mais c'est une menace pareille. C'est une vraie infraction. Ouais, c'est une menace, oui, c'est menace. Posé au corps policier, ouais. Ouais. Puis après ça, j'ai reçu un autre message. Puis cette journée-là, j'avais reçu 2 mises en demeure. C'était une journée de la marde, de l'esti de marde, la crise de marde. Puis que je disais, ouais, c'est ça. Fait que la deuxième personne, elle me dit, si tu viens te promener dans certains quartiers de Québec, tu sais, viens pas. On va t'attendre, on va te montrer. Tu sais, encore une fois, c'est menace. Il m'a pas dit, je vais te tirer gain 12, mais c'est menace pareil, tu sais. Intense. Puis là, je regardais les amis en commun, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y en a un qui avait comme ami Cédric Paris. Je me dis, OK, fait que l'entourage de Cédric Paris chiale parce que les gens envoient des menaces et ils ont raison. Ben oui. Mais après ça, il y a du monde dans l'entourage de Cédric Paris qui envoie des menaces à d'autres mondes. Fait que c'est un peu l'ironie de tout ça. Finalement, j'ai décidé de pas le faire. Puis toi, c'est cool, tu sors ça au podcast. Fait que j'en parle là. Bon, parfait. On a-tu d'autres histoires le fun à raconter? Moi, j'ai une question pour toi parce que tout l'été, j'ai voulu savoir ça s'est passé comment ton party de Coupe Stanley avec les gars des Panthers parce que t'es allé en Floride. Un moment donné, tu m'as fait un live. Tu te souviens-tu, genre, tu m'as appelé ou t'as fait un live avec un gars de Floride. Je pense que t'étais défoncé avec un gars de chandail autographié, là, un magasin d'encadreur ou whatever. L'Orange, je pense, ça se peut-tu? Quelque chose en tout cas, t'étais pas là? En Floride? Ouais. On s'est parlé pendant que j'étais en Floride. Ah, t'étais pas là avec le gars où tu m'envoies une photo en selfie avec lui, puis là, je le replaçais pas. En tout cas. Ah oui, j'ai croisé tes chums, c'est ouais, c'est ça, exact. Là, j'étais pas sûr c'était qui, puis je t'ai répondu, pas une nouvelle de suite. Ah oui, attends, mais ça, parlant de ça, c'est quoi? Ça va me permettre de donner un shout-out. Mais je sais que t'as fait le party. C'est juste ça, je veux savoir comment t'as fait le party. Ah oui, moi, j'étais sûr que ta question, c'était combien j'ai dépensé. Mais combien t'as dépensé? Ben, c'est drôle, je regardais mon fichier Excel avec... Tu t'es fait un fichier Excel de ta sortie aux States pour les Panthers? Pas le choix, là, mais moi puis Tiger... moi, j'allais avec mon meilleur chum Tiger. Tiger aussi, là, petite parenthèse, Tiger, pour mes 40 ans l'année dernière, j'avais pas vraiment fait grand-chose. J'avais fait genre un souper bien tranquille, même pas c'est genre 3 semaines après ma fête. Fait que j'avais comme rien fait pour mes 40 ans, tu sais. Fait que Tiger, qui est mon meilleur chum, Tiger, c'est le gars qui a vendu ma business. Tiger, il a une grosse job, c'est ce qu'il fait dans la vie. Tiger, il a une jolie blonde aussi. On l'a vu. C'est lui qu'on a vu au Centre Bell? Oui, mais c'est plus la même. Non? Non, il y a une nouvelle. C'est pour vrai. Tu sais, salut, on s'est présenté. Ouais. Un moment donné, t'es parti comme un peu, pas sa rumba, mais t'es parti avec Tiger un peu partout alentour des Chef TV. Puis un moment donné, viens voir. En anglais, tu sais, t'as-tu vu mon chum? Non, j'ai aucune idée son. En tout cas, c'était une mais comme moi puis Tiger, on est dans un endroit, on est des gars sociaux. Fait que Floride, ça a été quelque chose. On était là. Fait que Tiger a absorbé une partie des dépenses. Parce que Tiger, tu sais, exemple, nous, on voulait aller à la game des Panthers. Originalement, on voulait aller à la game 5. Puis là, on regardait les prix des billets de Game 5. Puis moi, j'avais dit, au début, je regardais, là, pour être dans le upper level, c'était comme autour de comme 700-800 US le billet. Que d'une certaine manière, pour une finale à Coupe Stanley, c'est quand même abordable. Et 300 d'un rouge du Canadien en reconstruction. Là.
C'est ça. Game par rapport, là. C'est ça. Game 41 contre les Blue Jackets. Fait que là, j'étais comme, peut-être, mais là, lui, il voulait aller vraiment aller plus bas dans les rouges. Puis là, c'était comme un peu plus cher. C'était comme, je sais pas, genre 1500$. Puis là, j'étais comme, Finalement, on voulait aller Game 5. Heureusement, on n'est pas allé, ça donnait pas. Mais là, quand il y a eu Game 7, en fait, il y a eu Game 6. Puis là, Game 6, on était dans un house party, une couple de boys, un peu ça à brosse. Puis là. Un peu de champignons, la vie est belle. Non, je mélange pas l'alcool avec les champignons. OK. Ben, pas tout le temps. Fait que finalement, on regarde, puis là, finalement, on dit fuck off, on était ça à broche. Je pense qu'on était en deuxième période. Puis là, on se dit comme, OK, on achète les billets au pire, si jamais les Panthers ils gagnaient le match, au pire, on nous rembourse nos billets. Fait qu'on a acheté nos billets probablement au moment où est-ce qu'il y avait le plus gros hype. Au total, puis là, je vais faire un rant, puis je vais bitcher hard sur une compagnie là, vraiment solide. On a acheté nos billets sur StubHub. Puis nos billets sur StubHub, fait qu'au final, la facture totale, ça nous coûtait 7 000 pour 2 billets canadiens. 3 500 le billet. Ouais, 3 500 le billet, ouais. T'étais-tu bien assis? Ouais, on était vraiment des bons billets. Là, au moins, là. Puis on était placés où est-ce que quand ils ont sorti la Coupe Stanley était devant nous. Là. Les billets c'était écœurant. C'était vraiment bon. Mais je vais faire mon rant sur StubHub. Tu sais, StubHub, là, sur leur site, ils disent Fan Protect, protection des fans, machin truc. On est la journée de la game en Floride. Il est 4 heures. On n'a pas encore reçu nos billets. Puis tu sais, souvent, quand tu les achètes sur StubHub, c'est que c'est un fan qui les a puis il les transfère. Peut-être que le gars, il avait oublié de les transférer ou le transfert n'avait pas marché. Là, on appelle StubHub. On est comme, tu sais, on a acheté pour 7 000$ de tickets, les frais de transaction de StubHub. Je pense qu'on avait, tu sais, je pense que c'est une affaire de comme 1 200$. Tu sais, c'était comme, StubHub, ils prennent 10-15%. C'était cher. Là. Ouais. Appelle StubHub. Mais écoutez, nous, on garantit les billets seulement, on va dire, 1 heure avant le début du match. Puis si jamais le vendeur livre pas vos billets, mais soit on vous trouve d'autres billets ou on vous rembourse. Moi, je suis en Floride. Je suis un Québécois. Moi, je suis comme, là, j'ai acheté un billet d'avion, je suis en voyage, puis ta réponse à on garantit ton programme Fan Protect, mais c'est de l'esti de bullshit. Puis moi, je réalise qu'une chose, c'est une affaire des fois quand tu achètes, on va dire, une paire de billets pour le match canadien, ça te coûte 150$ le billet. À un moment donné, tu sais, t'attends d'un service à la clientèle haut de gamme, tu sais, tu peux peut-être... Non, mais à 3 500 le ticket, vous êtes deux, c'est 5 000, tu t'attendais à mieux. Ouais, tu sais, attends... Ce qui est cool, c'est que dans la liste des commanditaires potentiels, j'avais pas StubHub. C'est vraiment nice. Puis le podcast, là, je l'avais pas noté comme... Puis moi, maintenant, pour de vrai, j'achèterai plus jamais sur StubHub. Parce moi, que j'achète souvent sur StubHub. Mais moi, c'est fini. Moi, ça a été ma dernière transaction. Mais t'as eu tes billets? Oui, j'ai eu mes billets, ça s'est réglé. Mais au final, c'était plus que le fait de me faire dire que j'étais à la finale de la Coupe Stanley. Que peut-être que tu vas te faire rembourser. J'étais comme, je m'en calisse là, que tu me rembourses. Moi, je vais aller à la game. Là, OK. Puis là, ça t'a coûté 3 500 canadiens. Le fichier Excel, il va jusqu'à combien? Es-tu dans les 5 chiffres? Mais on a omis certaines dépenses cash, là. Mais je sais pas, là, on a spend genre 14, là. À 2? Ouais. 5 000 Canadiens chacun? Ouais, mais tu sais, ça revient à peu près à... Mais tu sais, quand ça revient à... 500 par jour. À un mois dans le sud. Dans un beau sud. Non, mais c'est correct, une soirée. Non, mais t'as allé, alors, on s'est acheté des vrais jerseys. J'ai regardé mes dépenses tantôt, là. On est rentré dans la boutique des Panthers. On a dépensé pour genre 800$ de cochonnerie, là, tu sais. Tant qu'à être à la game. Tout le monde fait ça. Je suis là, à dépenser pour 800. T'es allé aux danseuses? Ouais, ça, c'est le party de la finale de la Coupe Stanley. On est allé au Club 11. Ça, c'était écœurant. C'était... Attends, le Club 11, c'est où il y avait le genre de sur un coin de rue, puis là, le lendemain, ils pitchaient Non, ça, c'est l'Elbow Room. Elbow Room, c'est pas ma affaire. Club 11, c'est? Fait que le Club 11... C'est quoi, mettons, il y a de la petite musique, c'est smooth? Non, imagine... Puis en plus, ça, c'est drôle parce que le Club 11, je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais croisé Michael McCarron dans le temps que j'étais pour le Rocket de Laval à la station-service, puis il portait une casquette Club 11. Puis j'étais genre, dude, je comprends que t'as eu du fun dans ce nightclub-là, mais t'as promené à Montréal avec une casquette Club 11. Tu sais, c'est comme si demain, tu croises Martin Saint-Louis dans le rec avec une casquette chez Paris. C'est le même principe? C'est le même genre de place? Le Club 11, non, c'est pas comparable. Imagine le New City Gas, mais que... Fait que t'as quand même une grosse clientèle mixte. C'est comme un nightclub, mais il doit avoir au moins 500 filles qui travaillent là. C'est débile. Puis là, c'est pas parce que ça m'intéresse, mais il y en a combien de nus? 500 filles nues, là. Mais ce qui était... Puis tu danses-tu pendant... Tu sais, tu peux-tu ne pas regarder? Tu sais, comme... La dernière fois, j'étais allé aux danseuses, là, pour de vrai, puis là, faudrait que je le compte, mais c'était avec d'autres mondes. Salutations à notre invité qui vient d'arriver. La dernière fois, j'étais allé... je vais compter ça, là. Il y avait un gars en première rangée qui avait, tu sais, des mains en plastique, là.
OK? Tu peux pas faire d'autre chose que regarder le show au Québec quand tu vas dans ces endroits-là. Ouais. Puis tout le monde regarde à la même place. Club 11, le monde, il danse, le monde, comment Ouais, ça se passe? C'est un nightclub, là, mais c'est un zoo, là, mais c'est l'endroit de divertissement le plus débile. Il y a tellement de filles que moi, ce qui me faisait capoter, puis là, je vais faire la parenthèse entre Montréal puis la Floride, c'est que moi, je suis là, moi puis Tiger, on est assis, on est dans notre boat, là, que ça a coûté, je sais pas, genre... Je sais pas, là, genre comme 3 000 C'est ça, piastres. fait que c'est pas 14 000, c'est plus 20 000 votre voyage, mais tu voulais pas le dire. Puis quand on est là, à un moment donné, il y a comme plein de filles. Mais moi, j'étais là. Non, on était juste assis derrière le boot des joueurs. Là. Fait que les gars des Panthers sont allés faire le party là après la coupe. Oui. Après Game 7, après avoir remporté la coupe, la nuit, ils étaient là. Non, sont allés, la soirée même, sont allés chez Matthew Tkachuk. Okay. Le party était soit chez Matthew Tkachuk ou chez... c'est Matthew Tkachuk ou Barkov. Le soir d'après, sont allés au Elbow Room. Okay. Et là, moi puis Tiger, on est allés là, mais on est arrivé genre un peu comme en retard. Les gars, ils venaient de partir. On a manqué à la coupe de genre 2 secondes, mais on s'est quand même torché là. Le Elbow Room, si vous allez en Floride, c'est écœurant comme bar. Un vrai dive bar sur le coin de la rue. C'était vraiment le fun. Ils prennent juste du cash. Puis c'était quand? 2 étages. Le Club 11, l'autre? Ouais, c'est l'autre soir d'après. Puis y était-tu beaucoup? Toute l'équipe était là. C'est comme le party officiel des Panthers de la Floride. C'est comme si le Canadien gagne la coupe, puis 2 soirs plus tard, ils sont comme « Hey, by the way, Montréal, on s'en va tout chez Paris. » C'est ça, là. C'était écœurant. Puis moi, ce qui était le plus drôle, c'est qu'il y a tellement de filles, puis le hockey est tellement pas connu en Floride, que moi, puis Tiger, à un moment donné, il y avait, les filles étaient un peu, ils font beaucoup de sollicitations. Moi, j'étais comme, pour de vrai, là, si t'en choisir... Entre toi, Tiger, puis Matthew Tkachuk. Je suis comme, là-bas, il y a 35 gars qui font tous 1 million par année. Va voir eux, là. Ah, ouais. Nous, là, on commence, c'est notre dernière soirée, là, on commençait à changer de carte de crédit puis de carte de débit parce que tout était maxé. Parce que tu dis, quand tu ressors en US, t'es maxé. À un moment donné, le lendemain matin, moi, putain, j'étais comme shit, toutes mes banques ont écrit limite de retrait quotidienne maximisée, limite de retrait quotidienne maximisée. J'étais comme, Chris, il me reste genre 120$ en moton dans mes poches, puis je suis comme, il me reste ça pour se rendre à l'aéroport. OK, question, c'est sûr, tu raconteras pas tous les détails, mais les gars étaient-tu cool? Ouais, les gars, c'était parce que ce qui était cool, la différence entre Montréal puis les Panthers puis la Floride, c'est que les joueurs sont pas tant connus. Puis ça j'ai quand même bien raconté mon histoire. Je suis vraiment content d'être allé voir la finale de la Coupe Stanley en Floride. C'était écœurant. Mais il y a rien qui bat comme Montréal parce que le hockey est pas connu. Fait que quand j'étais dans le bar, dans tous les bars, même qu'on était, le monde était comme, même les danseurs, ils étaient comme, c'est qui eux? Ils peuvent avoir gagné le championnat de l'université, puis ça, tu sais, en volleyball, puis ça serait même encore. Les filles, ils s'en calissaient. Puis c'est que là que tu voyais que les joueurs, ils en voulaient de l'attention. Prenez des selfies avec les gars. Les gars, ils étaient comme contents qu'il y ait des boys qui viennent les voir, qui viennent leur jaser, faire des vidéos, faire des photos avec eux parce que, tu sais, je vais pas dire comme, tu sais, je vais pas mettre je sais pas c'est quoi le bon mot pour dire triste ou décevant, mais dans le sens que même que c'était pas jam-pack. Tu sais, dans le sens que si le Canadien gagne la coupe, puis il y a l'after party de la Coupe Stanley. Peu importe, non, mais peu importe c'est où, c'est jam-pack. C'est la folie, je veux dire, peu importe. Là, pas tant. Tu sais, comme, oui, c'était plein, mais pas, pas débile. Ça amène sur quelque chose. Amène-moi sur quelque chose. Y avait-tu des gars de sécurité alentour? Tu sais, je veux dire, y avait-tu beaucoup de sécurité alentour des joueurs des Panthers ou pas tant? Je pense que Logan Mailloux a plus d'agents de sécurité autour de lui que les gars des Panthers à la finale de la Coupe Stanley au Club 11. Mais c'est vrai, non, mais tu sais, le Club 11 aussi, là, c'est un des endroits les mieux gérés que j'ai connus. Parce que, exemple, juste comment le staff est fait, quand moi puis Tiger on est arrivé, pour le début du party, il y avait comme un immense line-up. Puis moi puis Tiger, on sait comment s'habiller puis s'arranger pour comment couper la file puis arriver rapidement. Puis on est juste arrivé, on s'est mis dans le line-up normal, puis tout de suite, il y a un gars qui nous a spoté à la porte. Il est comme, êtes-vous juste 2? Ouais. Voulez-vous un boot? Ouais. Il est comme, minimum 2000 à spend. On est comme, ouais, tiens, prends la carte de crédit. Boum. Puis, prochaine chose qu'on arrive, on est assis, puis on est comme, wow. On est assis là. Les gars des Panthers sont juste là. 25 Stanley money, hein? Ouais. Mais je dis quelque chose. Après ça, il y a eu 2 gars qui sont venus s'asseoir à côté de nous. Tu sais, il y a tellement d'argent. Les gars à côté de nous, sont arrivés, là, sont assis, puis tu peux commander du cash. Les gars, ils ont dû commander probablement, je dis 10 000, mais c'est peut-être 20 000. Des briques. Genre 7-8 briques d'argent. Les gars, ils ont dû commander 7-8 bouteilles de champagne, 7-8 bouteilles de Grey Goose, 7 bouteilles de tequila. Ça, c'est pas les joueurs des Panthers, c'est d'autres gars. D'autres gars. Je sais pas c'est qui, mais tu sais, en Floride, il y en a du monde qui a de l'argent. Puis les gars, là, étaient
pas rapport. Tu sais, je pense que comme ils sont restés genre 1h30, ils ont spend tout le camp, puis après ça, ils sont partis, puis ils nous ont comme laissé leur bouteille. Puis là, moi, putain, on était comme, là, on va pas tout boire ça. On a dépensé 4 000, on va prendre un peu d'alcool. Mais tout ça pour dire que voici ma théorie. C'est que je pense qu'un des problèmes à Montréal pour gagner la Coupe Stanley, c'est que nos joueurs sont constamment traités et sollicités comme s'ils avaient déjà gagné la Coupe Stanley. Moi, j'ai vu en Floride des Matthew Tkachuk puis les joueurs des Panthers vouloir une reconnaissance. Puis à Montréal, quand tu joues, quand tu es un gagnant, une fois que tu as gagné la Coupe Stanley puis tu as l'argent, tu as la Coupe Stanley, tu as le trophée, qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce que tout être humain veut? C'est la reconnaissance. On veut tout être vu puis reconnu. Puis en Floride, tu l'as pas tant que ça. Fait que ça fait que ça te garde sur un edge de vouloir gagner. À Montréal, là, Slavkovski, là, quand il va débarquer au 4 cartes les jeudis, là, il a déjà une attitude de gars comme s'il a gagné la Coupe Stanley parce qu'on le traite comme s'il avait gagné la Coupe Stanley. Alors que si Slav, il se faisait traiter comme un gars qui fait des moves avec la puck, comme moi, je l'ai fait dans ma ligue de garage, de me débarrasser de la puck dans le fond de la zone ou toujours prendre la mauvaise décision, peut-être qu'il y aurait un peu plus le couteau entre les dents. Mais tu penses pas qu'au contraire, ça les motive à vouloir la gagner, la Coupe à Montréal, parce que ce serait la plus grande reconnaissance qu'ils ont jamais eue? Peut-être, mais de l'autre côté, là, c'est là je vais faire un Andrew Huberman de moi, qui est un de mes podcasts préférés. C'est un neurophysicien. Moi, c'est Stanley 25, j'y réécoute souvent. Merci. Il parle beaucoup de dopamine. Puis j'écoute plein de podcasts sur la dopamine, puis c'est en lien avec la dépendance, avec autant les jeux vidéo puis nos téléphones cellulaires. C'est que la dopamine, maintenant, c'est avant, tu avais des vrais dents de tang. Fait que pense en 1990. Tu joues au hockey, tu as une grosse intensité, ta game est finie, tu t'en vas chez vous, tu tombes down. Là, maintenant, que tu sois un joueur de hockey ou n'importe qui, tu as toujours une façon d'aller te chercher un buzz de dopamine. Fait que supposons même un joueur de hockey, tu finis ta game de hockey, tu as une grosse game, tu as ton high, tu veux continuer à rester high, mais drop une photo de toi en train de marquer un but au Centre Bell, 10 000 likes, 250 filles qui te DM, tout le temps, un buzz de dopamine. Puis ce que Andrew Huberman expliquait, puis les invités dans son podcast, c'est qu'à un moment donné, nos neurotransmetteurs, ils deviennent brûlés. Puis c'est là que ça fait qu'à un moment donné, tu as un crash. Puis comme tu n'es plus capable de performer autant parce que tu as trop usé ta dopamine. Fait que moi, je trouve que probablement comme à Montréal, puis j'aimerais vraiment ça à un moment donné, mais je sais pas si moi je vais le faire ou quelqu'un va faire une genre d'étude en fonction de des joueurs, dans quel marché ils jouent, puis c'est quoi leur utilisation de leurs réseaux sociaux, parce que quand tu as tout le temps un buzz, à un moment donné, ça t'affaiblit. Puis je pense que des gars qui jouent dans des marchés comme la Floride, que quand la game est finie, ils ont leur downtime. Tandis qu'à Montréal, tu viens de finir ta game de hockey, t'es Cole Caulfield, t'es Slavkovski, tu t'en vas dans n'importe quel bar, bang! T'as un autre buzz, t'as tout le temps un buzz de te faire traiter comme un héros. Puis des fois, je me demande, dans des niveaux ultra élite, est-ce que ça a un impact? Je t'entends, comme dirait notre invité. J'entends ce que tu me dis, Jean. J'entends ce que tu me dis. Je veux t'amener parce que tu parlais de Logan Mailloux avec de la sécurité. T'as croisé Logan puis un autre joueur que tu vas nommer, là? Ah ouais, mais attends. Là, je vais faire attention. Ouais, fais attention. Ouais. Tout ce que je vais dire, des fois, c'est les gens vont dire... Parce que j'ai écouté des podcasts de Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon, c'est un débile. Tu sais, comme il fait juste vivre de hockey. C'est un passionné de hockey. Tu sais, même comme Connor Bedard, c'est des gars tellement intenses. Même la télésérie sur Prime, là, qui est NHL. Oh, non, mais Connor McDavid, les gars, les top, c'est la même chose dans chaque sport. Les top élites. Tom Brady vit football. C'est pas un gars qui a décidé de jouer au football comme on pourrait jouer aux cartes. C'est un joueur de football. Fait que, tu sais, cet été, je suis allé dans plusieurs événements. C'était vraiment agréable. J'ai croisé plein de joueurs de hockey, plein de membres de l'organisation. Puis, à un moment donné, dans un événement, j'ai croisé plein de gars du Canadien. Mais au after party, j'ai juste croisé 2 joueurs. Puis les 2 seuls joueurs que j'ai croisés au after party, qui est à peu près 1 mois avant le camp d'entraînement, mais c'est 2 gars qui n'ont pas fait le club cette année, qui est Logan Mailloux puis Joshua Roy. Est-ce qu'il y a une corrélation? Ça, je le sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais j'ai juste dire ça. Non. Puis l'affaire que j'ai trouvé bizarre aussi là-dessus, c'est Logan Mailloux, il était accompagné d'un agent de sécurité. Puis ça a comme pas rapport. Après ça, tu dis, tu veux essayer de baisser le radar. Tu sais, enlever le spotlight. Moi, je suis là-bas au party, tout le monde m'a dit, hey, t'as-tu croisé Logan Mailloux? T'as avec un agent de sécurité? Hey, t'as-tu croisé Logan Mailloux? Tu sais pourquoi il y avait un agent de sécurité? Ben, c'est sûrement à cause de l'histoire de Vanessa. L'année d'avant, quand il était à l'assaut, à peu près les mêmes dates,
Il croise Vanessa Cossi réussit à faire une entrevue avec et c'est de là que c'est parti, qu'elle voulait être sa blonde, son chum, puis là ça l'a nuit quand même à Logan Mayou qui essayait de sortir de ce cercle vicieux-là, puis il a été associé à Vapoteuse longtemps. Fait que le Canadien, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un agent de sécurité, puis tu parles d'agent de sécurité, c'était peut-être Mitch qui promène, je sais pas si c'était lui. Mais je sais pas si on rend service à un jeune joueur. Peut-être pas, mais ils ont pas le choix à un moment donné ou à un autre. Ah, hey man. OK. T'as 21 ans. Attends, y avait-tu un agent à côté de Nick Suzuki à qui tu fais confiance à 100%? Non. Mais de l'autre côté, moi, c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les joueurs. Moi, je pense qu'encore une fois, ça revient un peu à mon point. T'as même pas joué 30 games dans le show, t'as rien gagné, puis là, on te place un agent de sécurité. T'es supposé d'être un esti de grand garçon, là. T'as 22 ans, 23 ans, t'as vécu un paquet de controverses, là. Voyons donc qu'il faut que t'aies un agent de sécurité quand tu t'en vas dans un show. Mais il y a des gars... Moi, c'est ma vision. Moi, je pense que Louis Leblanc avait quelqu'un qui se promenait avec lui, avant même qu'il soit une vedette du Canadien. Il y avait le même genre de traitement. Il y avait quelqu'un qui était avec lui. Puis t'as raison, peut-être que c'est pas faire une faveur aux joueurs, mais c'est aussi pour protéger le joueur, parce qu'on sait que certains joueurs ont besoin d'être protégés, d'autres non. Logan Mayou s'est fait prendre par Vanessa Cossi l'année d'avant. Fait que on veut éviter que ça reparte de même. Tu comprends? Ouais, mais tu peux aussi, après ça, juste faire un briefing. Hey, quand tu vas dans un événement, fais juste dire comme, hey, non, merci, je veux pas prendre de photos. Non, merci, je veux pas prendre de selfies, là, comme, that's it. Peut-être. Sur Joshua Roy, il était coupé du camp d'entraînement. L'année passée, pendant le camp, il y avait une histoire avec une maison de ville à Saint-Eustache. T'en souviens? Ouais. J'ai parlé, sinon, soyez membre Patreon. Il y a eu une histoire pendant l'année dans un bar, très tard. Il était une gang du Rocket. Joshua Roy a fait quand même quelque chose de spécial. Tu te souviens? Ouais. Soyez membre Patreon, on va la raconter un moment donné. Quel bon vendeur. Cette année, il est arrivé une histoire encore avec Joshua Roy pendant le camp. Encore? Ouais. Le truc, c'est que j'ai demandé aux Canadiens, pour vrai, si ça avait un certain lien, si c'était vrai. Premièrement, on m'a dit que c'était faux. Fait que l'histoire que j'ai entendue, elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie. Mais on m'a confirmé quelque chose, puis je le crois. Puis c'est un peu comme Jack Eye l'année passée avec le burger, la chambre quand il était parti. On pourrait donner plein d'explications alentour, mais au final, c'est le camp de Joshua Roy qui fait qu'il a été coupé. C'est à cause de son mauvais camp. Il y a eu des mauvais matchs. 8 jours avant d'être coupé, Jeff Gorton l'a callé en disant c'est un des gars, Joshua Roy, qui peuvent prendre la place à Patrick Laine. Il a le talent pour ça. On lui a donné cette chance-là. Il a joué au hockey dans des matchs préparatoires puis dans le camp et il a pas livré puis il a été coupé à cause de ça. Comme Jack Eye, ça avait pas rapport avec son burger. Ceci étant dit, ouais. Est-ce que Joshua Roy a tout fait pour augmenter ses probabilités d'être le meilleur possible sur la glace quand c'est le temps? Peut-être pas, et c'est là qu'il y a un lien. On l'a pas coupé à cause de son hors-glace, mais peut-être que le hors-glace joue sur ton sur-glace et qu'on te coupe à cause de ton sur-glace. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On va te s'ostiner? Non, on va zéro s'ostiner. On s'ostine pas là-dessus? Mais moi, la seule chose que je vais dire pour Joshua Roy, c'est que, tu sais, on en parle, c'est que, tu sais, clairement, ce gars-là, il a un talent unique de la mettre dedans. Il a du talent hockey. Il était joueur exceptionnel jeune. Il était là, il était repêché loin, il a remonté. Il a du talent. On veut avec le Canadien, là, comme on veut. Mais de l'autre côté, comme souvent des gens, ils disent ça. Des fois, j'ai des conversations puis ils disent comment ça, le gars, il est pas capable d'être discipliné parce que c'est fucking tough être parfait. C'est l'exception. Quand tu réussis à le faire, t'es une exception de l'exception de l'exception. C'est tough, là, comme tout le monde trouve ça tough que tu sois joueur du Canadien ou que tu travailles chez Tim Hortons quand ton cadran sonne à 5 heures du matin parce qu'il faut que tu ailles t'entraîner, que tu aies envie de perdre 10 livres ou que tu veux prendre 10 livres de muscles. C'est tough. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis des fois, t'as besoin d'un break, t'as besoin de... Encore là, quand tu fais ça, tu te bats contre toi-même puis t'es ta petite performance. Imagine être dans le show, te battre contre plein de crinqués, les plus crinqués, les meilleurs, les plus disciplinés, les plus sérieux. C'est encore plus dur. C'est pas la même réalité. Ouais, 100%. OK. Oui. Terminé. Parce qu'on va il reste pas grand temps, là. Ouais, bon, parfait. Ouais. On s'est dit qu'on allait se faire des petits paris amicaux cette année. Oh yeah. Fait que Cole Caulfield puis... A.B. Bryant, je garde ça pour la semaine prochaine. Ouais, c'est bon? Parfait. Okay. Mais tu veux qu'on parle de Cole Caulfield, là? Premier pari qui est disponible sur Mise au jeu, là. Cole Caulfield, cette année, est-ce qu'il fait 39,5 buts? Est-ce que Cole se rend... Est-ce qu'il y a encore plus que 30? Okay, c'est un but à tous les 2 games, puis qu'il se blesse pas. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, on défait la question comme en mathématiques, là. Ouais. On défait l'équation d'algèbre. Est-ce que Cole Caulfield va jouer tous les matchs et marquer un but à tous les 2 matchs? C'est vraiment bien expliqué. Fait qu'on va faire 5$ par bet qu'on fait. OK. Qu'on donne à l'autre ou...
Ouais, une fondation ou au prochain GoFundMe que soit. Par exemple, tu vas mettre ça dans une jarre. Ça existe-tu le mot jarre? Oh, on mettra dans une jarre. OK, parfait. Ou dans un petit cochon, là. OK, comme tu veux. Cochon jarre. Moi, je suis quand même grincheux puis très rationnel. Il fera pas 39,5 buts. Ça veut dire qu'il faut qu'il en fasse 40. Il en a jamais fait 30. Il a un super bon début de saison, mais c'est un court échantillon. L'année va revenir, il va y prendre du temps de glace. Peut-être sur le premier trio, assurément en power play. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je bête pas. On le met pas ensemble. Ouais, Slav 60. C'est bien pas, ce jeu-là. Ouais, mais là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fasse? Okay. Puis t'as pris la cote où? 39,5? Sur mise au jeu. OK, cool. Slav. Ouais. 60 points. C'est 60,5 points. Fait qu'il fait 61 points cette année. C'est 3 points aux 4 games. Puis il reste en santé. Aïe, aïe. Vas-y en premier. Ben non, Slav. Moi, je regardais Slav hier. Le Slav, c'est le prochain Joel Armia. Non. Hey, c'est moi le grincheux, gros. T'as pas le droit. Puis tu sais, même ça, là, par rapport à Slav, là, comme moi, ça m'a comme déçu. Un peu petit, on parlait d'addiction au début d'émission. De voir un gars comme Slav qui fait les petites affaires de nicotine, là, de pouch dans la gueule. Là. Ah, mais ça m'écoeure. Puis même, ça, j'ai vu ça. Ils sont 50% des. J'étais avec Gonzo, j'en ai parlé avec Gonzo puis Georges à radio. Puis ils sont 50% au moins des joueurs du Canadien, selon ce que Gonzo a amené sa table, à mâcher du tabac. Je sais pas comment ça s'appelle. Là. Ouais, mais moi, sur toute l'industrie du tabac, là, la nicotine puis tout ça, c'est de la calice de merde. On avait réussi à se débarrasser de la cigarette en interdisant ça dans les bars, dans les restaurants. Ça a causé tellement de problèmes de santé. Puis c'est tout en train de revenir avec le vape, nicotine, le vape, psilocybine. C'est pas pantoute la même affaire. C'est pas une substance qui est dépendante. Ça crée pas de dépendance. Zéro? Non. Fait que moi, je trouve que comme la nicotine, que ça revienne, de jouer des joueurs d'hockey consommer ça, moi, ça me crée un inconfort. Même, j'écoutais le podcast de Spitting Chicklets avec Arbor Jackeye. Puis là, les gars de Spitting Chicklets, maintenant, ils commanditent leur propre pouch. Puis là, ils sont tout en train de dire à des jeunes gars de 13 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Ouais, c'est cool, tu joues dans la NHL, tu prends des pouches de nicotine. Ça va créer plein de bobos dans la bouche. Le monde dépense tellement d'argent pour leur santé buccale. Le monde, ils se mettent des broches. Ça coûte 10 000 $ avoir des broches. Puis après ça, tu vas te calisser de la nicotine puis des morceaux de vitre dans la gueule. Moi, c'est quelque chose. Tout ça pour dire que Slav fera pas 61 points. Non, mais c'est comme... Oui, mais tout ça... Oui. Mais tout ça pour dire que quand je regarde des vidéos de Nathan McKinnon qui dit que lui, man, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il consomme est tellement aiguillé. Je regarde, on va dire, la vidéo de McDavid. Il y a un chef cuisinier personnel à la maison. Il est comme, on lui donne pas trop de produits laitiers. On mange surtout ça. Mais c'est pour ça. Puis qui est numéro 1. Puis après ça, je regarde. Ils font 120 points. Ouais, puis après ça, je regarde. Là, tu me demandes Slav 60. C'est un first overall. C'est sûr qu'il fait 60. C'est ça. Mais moi, j'aime pas ça quand je vois notre first overall qu'on a pris, qui est probablement la seule fois peut-être des 50 prochaines années qu'on a un first overall, que je le vois, il va au 4 card puis il prend des pouches de nicotine. Je suis comme, c'est pas grave, mais en tant que moi, pour mon amour d'un joueur, c'est ce qui est cool. Je suis comme, j'aime bien mieux voir Montembeault. Quand je vois Montembeault, man, il belle progression, il y a de l'air. Pas de tabac dans la gueule? Ouais, ça, je sais pas. Okay. David Radbacher, tu dis tabac dans la gueule? Je sais pas non plus. Okay. Pour vrai, on pourrait jouer un jeu, là, 50% des joueurs, selon ce que Gonzo a su. Overall, je suis pas un fan de. Non, mais c'est fucked up. Tu regardes l'équipe, il y en a 11-12. Ouais. On a vu Josh Anderson qui semblait avoir ça dans ses poches pendant une photo, pendant le tournoi de golf. Mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Ouais. Moi, je te dis que Slav fait 61 points parce que je pense qu'il reste en santé. Je pense qu'il n'y a pas assez de talent offensif et qu'il va continuer, pas lui, mais le Canadien. Donc, il va continuer à jouer sur le premier trio, toujours avec un bon joueur de centre, avec du power play. Hudson va lui donner sur le tape, puis il va faire 61. Au moins, on a de quoi. Ah ouais, ok, parfait, pas d'accord. Lane Hudson qui gagne le trophée Calder, ça c'est un sure bet, là. Vends tes bitcoins, vends tes actions, bet sur Lane Hudson qui gagne. Mais c'est juste dommage que là, sa cote a baissé. Là, au début de la saison, la cote était vraiment haute. Là, je pense que sa cote est rendue à genre 4 ou 6. Hudson gagne pas le Calder. OK, parfait. On a un autre bet. Puis, je vais donner mon explication simple. Il y a plein de bonnes recrues. Il y a Mishkov, il y a Stankoven, qui est d'après moi le choix qui va le gagner. Celebrini est là. Il y a Lane Hudson, il y en a plein. Il y a tellement d'individus potentiels que les probabilités d'un choix peuvent pas être plus haut que 50. Fait que moi, je vais du côté des probabilités. Les probabilités d'Hudson sont peut-être de 22. C'est peut-être les meilleurs dans le groupe, mais c'est pas plus que 50. Fait que si tu me demandes de better, je mise en bas de 50, donc Hudson, pas de Calder. Okay. C'est plate comme explication, mais c'est rationnel. Parfait. On a un autre bet. Dernier bet.
Sur mise au jeu, est-ce que le Canadien fait les playoffs? Non. Non? Non. Ah, moi, je pense que oui. Non. Zéro chance. Ah ouais. On peut pas passer de 32, 28 à genre 14e dans la ligue ou 13e. J'avoue que ça, c'est moi, mon cœur de partisan émotif et passionné, parce que des fois, les gens, ils pensent que je suis pas un fan du Canadien. J'adore Alors, le t'es Canadien. le plus grand fan du Canadien que je connaisse. Avec 4F, qui est à Occupation Double, qui est une amie de famille, je la connais depuis qu'elle est tout petite, qui allait attendre dehors avec sa sœur Alex pour avoir des signatures de Ça serait bon, ça, peinture. comme invité. Je vais lui demander, mais qu'elle sorte. Mais pas encore sortie. OK. Puis eux autres, ils attendaient à la pluie et à la neige faire signer des posters et des peintures de Carey Price que notre chum Fred dessinait, celui qui va sûrement nous faire une toile, mais on attend encore. J'avoue que moi, je parais comme elle. Moi, je dépense 5000 $ dans un nightclub pour pogner une selfie avec des gars des Panthers. Peut-être que des Kat est danseurs. déjà allé au... c'est pas le Borough, c'est quoi? Le Club 11, peut-être Club 11. aussi. Parlant de Paris, je vais faire un petit message d'intérêt général Ouais. parce que je crois que comme toute chose qui est un peu addictive, il faut un peu un volet comme d'éducation. Puis c'est sûr que je viens de bitcher sa nicotine, puis c'est quelque chose, c'est une substance que j'aime pas, mais les paris sportifs, moi j'aime ça puis je trouve ça le fun, mais ce qui est dangereux avec les paris sportifs, c'est que ça crée aussi une dépendance. Puis il faut faire attention, puis il y a des gens qui l'ont, puis il y a des gens qui l'ont pas. C'est comme c'est quelque chose qui se développe. Moi, je sais qu'en tant que paris sportif, je suis pas un hardcore gambler. Mais quand on parle de jeux responsables, des fois, les gens ne comprennent pas trop. Tu sais, tu vois des pubs à la TV, important de faire des jeux du pari responsable, parce que dans la dernière année, dans mon entourage, on vous a éloigné. J'entends quand même des histoires de gens qui perdent gros, là. Tu sais, comme quand tu fais des paris sportifs, là, tu mets pas 10 000, là, sur une game, là. Tu sais, le monde, il se vend, là, des influenceurs. Ah ouais, man, j'ai mis 2500 piastres si le Canadien allait faire les playoffs. Je suis comme, hey, 2500 piastres, là, c'est de l'argent, là. Comme, les paris, moi, je vois les paris sportifs comme aller regarder une game dans un bar avec une bière. Puis t'as donné un petit kick de plus. Tu donnes un petit kick de plus. Quand je vais checker une game dans un bar, ça me coûte plus cher, mais je vais au bar, je m'assois, je prends 2-3 bières, je commande des nachos, ça me coûte 50 piastres, 60 piastres. C'est un agrément à ma Ouais, tu mets un 20-50 sur une game. Ouais. Mais tu sais, faut faire attention, tu parles d'influenceurs qui mettent 1000 ou 1500 sur des games. Il y en a plein qui le font pour des sites bizarres. Ouais. Puis que c'est pas leur argent qu'ils ont mis au final, c'est l'argent virtuel du casino en ligne. Fait que lui, il te met 1000 piastres sur rouge, rouge ou bleu ou noir, là. C'est pas bleu. Tu vois que je connais ça beaucoup. Ouais. Puis, mais c'est pas de la vraie argent. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Autre truc, tu parles de dépendance. Tu sais, il y a pas une dépendance, c'est une dépendance. Peu importe que c'est à coke, à l'alcool, au jeu, à ton téléphone, au sexe, il y en a beaucoup. Pour vrai, peu importe c'est quoi, affective, whatever, c'est une dépendance. Fait que, tu sais, si t'es dépendant à quelque chose, tu as beaucoup de probabilité d'être dépendant d'autre chose parce que c'est le même pattern. Tu compulses dans autre chose. Fait que si t'as de la misère avec quelque chose, fais attention au pari sportif, vas-y doucement. Ouais. Puis moi, je trouve que la meilleure façon, moi, je l'ai faite l'année dernière pour les playoffs. L'année dernière, j'étais intense. Comment tu sais, les séries, je me suis dit, je me mets un budget de 100 piastres. Je fais plein de petits bets de 5 piastres. Puis en cours de route, je regardais mon budget. Puis évidemment, je perdais tout le temps. C'est ça, mais c'est correct. Au final, ça te coûte pas tant. Mais c'est correct, mais c'est comme, tu sais, là, il me reste la finale de la Coupe Stanley, il me reste 12 piastres. Mais tu sais, comme, that's it. Fait que si vous décidez d'embarquer dans les paris sportifs, moi, je trouve qu'on va dire, là, on s'entend-tu que 100 piastres aujourd'hui, c'est 10 piastres, là? Fait que tu sais, moi, je mets 100 piastres. 100 is the new 10? 10 is the new 100? Hey, sors de chez vous une journée, t'habites à Montréal, là, avec 100 piastres cash, là. Sors de chez vous, t'as 100 piastres. M'aller me chercher un café latte. Mon père, mon gars. 50. M'aller prendre le métro. 4 et 50. Oui, mon gars, à chaque fois qu'il va aller au resto, je donne un brun. Moi, il me donnait un 10, mon père. Là, maintenant, un brun. Tu vas au resto, mon gars, va te chercher un Subway, 100 piastres. Oui. Ben oui. Fait que, bref, quand vous téléchargez l'application Mise au jeu plus, c'est la bonne application à prendre, c'est Mise au jeu plus. Mettez 100 piastres pour la saison du Canadien quand vous arriverez en playoff, mais comme, c'est juste important, puis vous allez le voir. J'ai mis 100 piastres, c'est ça mon budget pour l'année, mais avoir du fun, de pas faire des paris impulsifs, parce que je pense que de plus en plus parce que tu perds. Ouais. Je veux te dropper 2 infos avant qu'on accueille l'invité. Premièrement, c'est à la mode dans les dernières heures. J'ai confirmation, là. PKP et Québécois ont jamais déposé d'offres formelles pour acheter les Nordiques. C'était en 2015-2017 là, quand il y avait l'expansion de Vegas. Puis là, il avait dit, Bettman, on prend les offres officielles. Il y en a reçu 2. Il y avait des candidatures officielles, en fait. Fait que Québec a levé la main, Vegas a levé la main. Ça, c'est comme si ma fille, elle me dit, je vais aller au cégep Montmorency en technique policière. Je sais même pas si ça se donne. Fait que Québec a levé la main, comme ça.
mais Québec a jamais rempli le formulaire officiel. Québec a jamais mis l'argent en fiducie. Je pense que c'était 500 millions qu'il fallait qu'ils avancent. Ils les ont jamais avancé parce que le CA de Québécois a jamais donné le go à Pierre Karl pour le déposer. Et quand c'est arrivé, ils ont gagné du temps en disant ça va être postpone, ça va être plus tard. On va arriver plus tard. Puis là, ils visaient peut-être le temps quand le Kraken est arrivé. Mais finalement, la LNH a jamais reçu de plan formel, d'offre officielle. L'argent a jamais été là. Et pourquoi? Parce que le CA de Québécois trouvait que c'était trop cher. Ils voulaient attendre que le dollar canadien prenne de la valeur. Puis ils pensaient pas que le prix des concessions allait augmenter. 7 ans plus tard, on est passé de 500 millions à 1,2 milliard. Fait que c'est là que tu vois que des moves comme ça, je pense qu'on n'ira jamais à Québec, je le pensais déjà. Puis Jean, d'après toi, quand t'as mis de quoi à vendre, puis le gars, il a dit c'est trop cher, quand ton prix est rendu 2,4 fois le prix initial, tu penses-tu qu'il fait signe? Non, je trouvais ça trop cher dans le temps. Ça va être bien trop cher aujourd'hui. Fait que je pense qu'on n'ira même pas revoir Québec et Pierre Karl. Wow, je suis sous le choc de ce qui... C'est intense, hein? Ça veut dire que toute la bullshit qu'on a lu dans les journaux... Il n'y en avait pas eu d'offre officielle. Fait qu'on a jamais été dans... Ouais, mais ta comparaison est parfaite. C'est comme, ah ouais, je retourne étudier à McGill, je m'en vais étudier en fucking psychologie, puis dans le fond, c'est comme... Mais là, quand est-ce que tu y vas? Ah, mais tu sais, finalement, c'est pas le bon timing, plus tard. Dans le fond, comme, OK, t'as jamais déposé... T'as pas payé le 200$ de frais, t'as pas rempli le formulaire. Puis j'ai parlé avec Luc Poirier. Luc Poirier a essayé de déménager les Coyotes à Québec. Il était prêt à payer le 380 millions que Bill Daly puis Gary Bettman voulaient dans le temps, mais ils voulaient pas que ça déménage à Québec. Il fallait que tu payes pour garder l'équipe là. Et même chose avec une autre équipe que là, il a déposé une offre formelle de 800 millions. Il m'a jamais dit c'était qui, puis il l'a pas eu. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé avec une meilleure offre que lui récemment, dans les dernières années. Fait que tu sais, on veut pas amener l'équipe à Québec. Sincèrement désolé, mais moi je te donne la vraie info. Deuxième info. J'ai un chum qui voulait acheter une équipe de hockey. Oui, dans Q. Dans Q. Puis c'était ça son plan A. Il n'y a pas d'argent pour la Ligue américaine, il n'y a pas d'argent pour la LNH. Il voulait acheter une équipe de la Q et on lui a dit que c'était 6 à 7 millions. Pour déménager une franchise qui était dans l'Atlantique, là, dans les maritimes, pour l'amener où il voulait, c'était 6 à 7 millions plus des frais de construction, des frais de roulement. Tu sais, ça arrêtait pas là. Fait qu'il est parti puis il s'est acheté une équipe en Europe. Tu fouilleras, tu vas trouver c'est qui. Ah ben ouais, mais nomme-le pas. On le nommera dans le Patreon. Il faut pas que tous les gens fassent le lien. Mais une équipe de la Q, ça vaut 6 à 7 millions. Ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Ben, cheap labor, c'est payant. Là. Quand ton staff te coûte 0. Tu parles des joueurs? Ben ouais. Tu sais, il y a comme un problème à ce niveau-là. Là. Tu sais, je me dis, si une équipe d'hockey vaut 7 millions, puis tes gars sont pas payés, tu sais... Alors, t'as raison. Ça prend une autre fois de débattre de ça, mais... Je finis avec CPL, Première Ligue canadienne de soccer. Il y a du monde qui ont voulu acheter une concession. C'était déjà entre 9 et 14 millions. C'est une équipe de la Première Ligue de soccer masculine canadienne. C'est Trans-Canada. Là. Faut que tu voles jusqu'à Vancouver, Halifax, etc. Ça coûte super cher à opérer. Et quand ils ont eu le 9 à 14 millions, ils ont reculé. C'était trop cher. C'était impossible de rentabiliser ça. Fait que tu sais, des fois, on se demande combien ça peut valoir des franchises de sport, professionnelles ou juniors. Je viens de vous donner une coupe de prix. Eux, avait-tu l'intention d'appeler ça les Losers FC ou un autre nom? Come on, c'est CF français. Okay, club de foot. OK, fait club de foot Loser MTL. Je serais pas surpris. Les noms des équipes de sport, c'est ainsi à Montréal, là. Marketing sportif, là. Moi, j'aime les roses, là. Moi, personnellement, j'aime les roses. Ouais, ça, c'est Rose FC, j'ai trouvé ça cool. C'est cute, ouais. Ça peut-être victoire, c'est difficile. J'ai hâte de voir comment on va s'amuser ou pas avec les jeux de mots. Mais, on sera pas défaitiste avec la victoire. Notre invité nous attend. Okay. Qu'on revient dans quelques secondes, on fait une magie de montage? Ouais. OK. Magie. Notre premier invité, épisode 1, saison 2 de Stanley 25, ça fait 40 ans, 41, on essaie de compter, années, qui est dans le milieu, puis c'est la première fois qu'il s'en vient parler au micro devant une caméra pour expliquer comment ça se passe en arrière de la caméra ou du micro dans le milieu. Il a été à, écoute là, j'ai pas assez de doigts là, mais il a été à TQS, il a été à TVA, il était à l'agence QMI, Radio 9, 91.9 Sport, BPM Sport. J'ai étudié TQS. Oui, vas-y. J'ai dit TQS. Oui. Yves Bombardier. Salut. Mon ancien boss. Salut. J'en ai-tu oublié? Non, je pense que j'ai... Oui, il y en a plein. T'en as plein? T'en as plein, oui. Okay. Moi, j'en reviens pas. T'as choisi notre podcast année 25 au lieu de tout le monde en parle. Ouais. C'est comme première apparition, c'est pas mal, là. Quand même. Moi, ça me touche tout le temps, là. C'est qu'il aimait ça, deux fous du roi. Il y a comme pas d'animateur. En même temps, je suis pas sûr que j'ai bien fait de dire oui. Je sais pas comment je vais sortir à la fin, ça. Peut-être amoché. Ça va encore bien. Ça va encore bien. On commence. Okay, parfait. Écoute, par-en à Danny Turcotte, il paraît que passer sur le plateau, tout le monde en parle, ça peut brasser des fois. Mais d'ailleurs, Yves, nous, sur notre plateau, on a un safe word. Donc, si on te pose une question, pis t'es mal à l'aise, mais tu fais juste
Pas besoin de répondre. Non, mais Juste quel mot? Faut qu'il utilise le mot. donne un safe word, là. Ah non, moi, je vais simplement vous dire, je te réponds pas. OK. Ou dis Georges. On va dire Georges. Si tu dis Georges. Non, je dirais pas. Je dirais pas. Je personnaliserai pas les affaires. Ça, c'est sûr. Ça, non. Mais bref, on va juste te dire s'il y a une réponse. Oui, je comprends très On bien. aime mieux que tu dises, je veux pas répondre Non, mais à ça. je connais assez Jean puis Maxime pour être capable de vous répondre honnêtement. OK, parfait. Mais moi, je veux te connaître un peu plus. Oui. Vu que tu as une longue carrière de 40 ans dans les médias, c'est quoi, y a-tu eu un événement, une personne, ou c'est quoi qui a fait en sorte que tu as voulu aller travailler dans le sport puis dans les médias? La question est très pertinente parce que c'est essentiellement Jean Malo. Vous connaissez pas ni un ni l'autre qui est Jean Malo. Jean? L'appelles-tu Jean? Non, okay. ni je pense pas, non. Okay. C'était une vedette de Télé 7 à l'époque à Sherbrooke. OK. OK, on remonte en 81, 82, 83, ça fait longtemps. Je veux pas te Oui. déplaire, mais il n'y a pas grand monde dans le podcast. Non, c'est ça, exact. Mais qui existait, il était pas vivant. Ouais. Alors, il était pas vivant, il était mort. Il était encore dans l'esprit de le parent. Mais c'est ça. Donc, Jean Malo était une vedette et j'avais comme une espèce d'aspiration à vouloir faire de la télé pour être une vedette, moi aussi. Et un jour, par un pur hasard, dans un resto, il est là et fouille-moi pourquoi, je prends mon courage à deux mains, puis je vais lui demander comment on devient une vedette. Et c'est la question que j'ai posée. Wow. Et là, il m'a dit, ben écoutez, c'est assez simple, M. Bombardier. Il m'appelait M. Bombardier. Je donne des cours. Ça là, mon école est ouverte. Ça a commencé comme ça. Wow. Ouais, puis je sais pas, c'était un élan de je sais pas quoi. Puis dans toute ta carrière, tu as surtout géré, on va dire, des journalistes sportifs, des chroniqueurs sportifs. C'est quoi qui est le plus le fun de gérer ce genre de bébite-là? C'est quoi qui est le moins le fun de gérer ce genre d'individu-là? Ta question est large beaucoup. En fait, j'ai fait, disons, ma carrière de 40 ans, là, 15 ans devant le Kodak. J'ai été à TQS. Tu faisais radio. quoi? J'étais de journaliste à directeur d'information. Alors, sur le terrain, animateur d'émission qui s'appelait SOS Consommation. J'étais à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans une salle des nouvelles et en périphérie, une salle des nouvelles, jusqu'à directeur d'information, avant de passer derrière le miroir, où là, je vais répondre à ta question. Là, j'ai fait à peu près tous les postes aussi. On passe affectateur, directeur d'information, vice-président, programmation, information, en tout cas, tous ces postes-là, enfin, comment je pourrais dire, donc, tu me demandes qu'est-ce qui est le plus difficile dans ça, à gérer. Tout est difficile à gérer, puis tout est facile à gérer. C'est plate comme réponse, là. Ouais. Mais c'est pas assez précis pour toi, ça. Ouais. Ouais. Supposons le gérer une situation entre Maxime Truman puis Georges Larac, là. Oui. C'est facile, ça. Comment ça se passe, ça? OK, je vais vous relancer la question. Comment ça gérerais pour le fun? Mais il n'y a pas eu de situation. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais mettons, oublions les noms. Comment tu la gérerais, toi? On va dire comme deux animateurs qui s'aiment pas? Mais attends, stop, là. Ouais. Juste que j'aime Georges, là. On s'en va ailleurs, là. C'est pas de problème. Juste être sûr, là. Je pense, là, mais en tout cas. Oui, les amis, il nous a donné notre meilleur show au monde. La réponse, c'est oui. OK. Je le sais pas parce que dans tous mes business, j'ai jamais vraiment eu des conflits entre employés. OK. Première chose, quand tu engages du personnel dans les médias, règle générale, tu cherches pas des gens qui sont tranquilles, qui ont une vie soft, qui sont beige. Tu cherches des personnalités. Hein? Ouais. Donc, ça vient avec. À date, tu fit. Hein? Ça vient avec. Alors, tu t'attends à ça. Et quand il y a un conflit entre ces personnalités fortes-là, la meilleure façon, pour moi, la façon de le gérer, c'est d'écouter les deux parties. Parce que très souvent, il y a des décisions qui sont prises sans avoir pris le temps d'écouter c'est quoi le problème. La vision, la perception des deux individus. Puis une fois que là, après ça, tu es en mesure de prendre une décision plus éclairée. C'est pas toujours la meilleure, mais elle est plus éclairée. Parce que tu as écouté les deux versions, puis toi, tu as un objectif. Tu sais ce que tu veux atteindre comme objectif. Règle générale, c'est plus de revenus, c'est plus de rating, c'est un meilleur show. Mais quand tu écoutes les deux, là, tu te dis, OK, là, j'ai du bagage pour prendre une meilleure décision et une meilleure réflexion. C'est là qu'il va regretter d'être venu, mais je vais faire du chemin ce que tu viens de demander puis ce qu'il vient de répondre. OK. Oui. T'es d'accord avec moi, il y a des égos dans toutes les stations de télé, radio. T'as jamais travaillé à quelque part dans les médias où il n'y avait pas d'égos. Non, jamais. Ça vient avec. Tu veux des égos. Oui. Comment tu deals dans une station de radio quand t'as deux égos qui s'aiment pas, qui se détestent, qui veulent pas être dans la même salle au même meeting, qui veulent pas être au même party de Noël? Ouais. Comment tu deals avec ça comme boss? T'essayes-tu de ramener tout le monde ou tu fais too bad, c'est le même partout puis... En fait, c'est déjà arrivé à 3 reprises dans 3 médias différents. La première des choses, c'est encore une fois d'écouter les deux. Hein? D'écouter, savoir quels sont les arguments de l'un et de l'autre. Et à un moment donné, tu te rends compte, comme tu viens de le dire, qu'il n'y a rien à faire.
que c'est personnel et ça les regarde. Alors, à partir du moment où ça les regarde, moi, ça me regarde plus. Ce qui me regarde, c'est la conséquence de leur problématique. Et la conséquence problématique, quand on vient pour l'analyser, c'est OK, jusqu'à quel point est-ce que ça va nuire à mon produit? Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a un danger que ça glisse? Jusqu'à quel point? Alors, c'est ça que tu contrôles. C'est pas le conflit, c'est pas la problématique entre, tu sais, dans d'autres médias, là, puis je sais à quoi tu fais référence, mais je te donnerai pas non, parce que je veux pas personnaliser les affaires, mais j'en ai vu dans deux autres entreprises la même problématique. C'est exactement la même dynamique. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas t'embarquer. Si tu prends parti pour l'un ou l'autre des partis, t'es mort. Ouais. T'es mort. Alors, il faut absolument penser à ton rôle à toi, c'est le produit. C'est ce pourquoi tu es embauché, de faire en sorte que ça soit mieux, que ça ait plus de rating, plus d'argent. Bon, mais ultimement, quand tu es spectateur de ça et que tu contrôles un peu le message, contrôles ce qui sort pour protéger ton produit, tu t'en sors. Puis là, tu peux faire un lien avec la question d'avant. Il y en a sûrement un, mais il y en a peut-être pas. C'est assez flou, hein? Tu vas être flou, mais être flou. Mode pognon au détour. T'étais à 110%. Oui. OK? Oui. T'as été à CKC Sport aussi. Oui. CKC Sport, vous avez fait un concours qui était écœurant. Ça s'appelait Sport Academy. Sport Academy, ouais. Il y avait Martin Lemay. Oui. Il y avait Jean-Charles Lajoie. Oui. Et Jérémy Rainville. Et et il y avait d'autres que les trois finalistes. Les 3 finalistes. Ouais. Qui ont tous des grandes carrières aujourd'hui dans le monde du sport. Qui sont encore placés. Oui, c'était des gens qui avaient pas rien avant, mais c'était des gens qui ne gagnaient pas leur vie avec les médias. Non, absolument et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie avec les médias. Absolument. Ce concours-là, premièrement, je veux dire, ça doit être une de tes grandes fiertés dans le milieu d'avoir fait ça. En fait, oui, absolument. C'est moi qui l'ai monté avec Jean Gagnon à l'époque, mais c'est à partir de Yves Guérard. L'idée d'origine, c'est Yves Guérard. Moi, je veux pas la paternité des choses qui m'appartiennent pas, mais Yves Guérard, c'était le directeur général de l'époque, et il y avait eu ce flash-là un jour à un lunch, puis de ce flash-là, je l'ai articulé. C'est devenu mon projet et je l'ai articulé, donc oui, c'est mon projet. Puis à la fin, c'est Jean-Charles qui a gagné. Oui. Et Martin Lemay qui était prêt. Deuxième, oui. Il y avait eu des votes du public. Ça a fait un peu une polémique. C'était vraiment Jean-Charles qui a gagné. C'était quoi la fin de ça? C'était quoi la polémique? Moi, je vois encore, tu dis, je t'aime pas ça que je sois flou, là. Mais dans ma perspective, les choses, là, d'abord, tout le concours s'est bien déroulé, selon les règles qu'on avait établies. Puis là, même pas de m'en rappeler, je m'en souviens pas précisément. Ça fait trop longtemps. Non, ça serait trop long. Ça fait trop longtemps, ça trop long. Ouais. Et puis, mais ce que je me souviens, le feeling général et le souvenir général que j'en ai, c'est que tout a été suivi à la lettre et que le résultat était bien celui qu'on a connu. Donc, Jean-Charles, Martin et puis Jérémy. Et pour moi, là, c'est ça. S'il y a eu la problématique après, s'il y a eu des polémiques entourant ces résultats-là, moi, je suis pas au courant. Moi, je le sais pas. Et puis, c'est pas un secret pour vous deux. Moi, Jean-Charles, c'est un ami. C'est quelqu'un que je vois quelques fois par année, puis on va manger ensemble, puis on a toujours une bonne connexion. Mais au-delà de ça, pour ma part, il n'y a pas de gossage, de flouk dans ce concours-là que je pourrais plus faire aujourd'hui, by the way. Le concours? Je pourrais plus faire ça. Pourquoi? Et si nous, on disait, notre podcast, on veut trouver un troisième animateur, on cherche un complément de trio, ça marcherait plus? Ouais, mais en fait, je vais vous relancer la balle parce que c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plateformes disponibles aujourd'hui à des coûts abordables que de se prétendre quelqu'un qui veut développer une carrière sportive dans le commentaire sportif, il a juste à prendre son téléphone, il a juste à prendre son ordinateur et il va y arriver et il va avoir une crowd, un public à lui. Et dans ce lot-là, il y en a quelques-uns qui peuvent réussir à percer. Mais dans le temps, c'était pas le cas du tout. Hein. Ouais, t'as quand même raison. Moi, je l'avais vécu beaucoup avec 25 Selon, on va dire les writers. On va dire le meilleur writer, tôt ou tard, tu le sais que tu vas comme le perdre parce que il va être capable de faire ses affaires lui-même. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Fait que je comprends. Aujourd'hui, l'environnement a changé. Essentiellement, c'est ça. Ouais, tout le monde a un micro, tout le monde a un clavier, tout le monde a accès à donner son opinion ou à analyser quelque chose puis que les autres l'entendent. À l'autre bout de l'équation, c'est plus juste un média unique. Aujourd'hui, toutes les plateformes sont disponibles. Tu comprends-tu? À l'époque, il y avait quoi? Il y avait RDS, il y avait Radio... CKC Sport n'existait pas, là. Alors, t'avais RDS, LCN, t'avais TVA Sport, tu sais, t'avais quelques produits en français, plus que CBC, en français de sport, mais juste très peu.
Aujourd'hui, c'est en a la preuve concrète. Ouais, là, je veux revenir là dans les années 80. Ouais. Parce que toi, ce que tu as vécu de vivre dans des salles de nouvelles, Ouais. toi, tu as vécu le méga shift. Ça, on s'entend-tu qu'aujourd'hui, là, tu peux être un journaliste, là, puis même, on va dire, les agrégateurs de contenu. Ouais. Tu sais, tu peux sortir de la news. C'est maintenant, en fond, toute la news se trouve sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Tu sais, tu peux écrire, il y a une méga bataille dans une école secondaire, mais t'as pas besoin d'être à l'école secondaire. Tu peux trouver le Snapchat d'un étudiant ou d'un étudiant, puis tu trouves, puis là, tu fais la nouvelle bagarre générale. Mais toi, dans les années 80-90, là, comme ta news, fallait que tu ailles la chercher. Fait que l'ambiance dans une salle de nouvelles, est-ce que tu es nostalgique que ça n'existe plus? Ben, ma réponse est plus large que ça, Jean, parce que Là, j'allais précis, plus large. non. Et plus large parce que, dans le fond, encore une fois, le contexte a changé. Ouais. Les médias, là, on ne gère plus la décroissance comme j'ai fait toute ma carrière. On gère la survie. Alors, je reviens à ta question. À l'époque, money is no object. Alors, c'était pas un problème parce que le principe du journaliste est resté le même, c'est-à-dire d'aller chercher la nouvelle, de creuser, de fouiller. T'as vu Valérie Leboeuf avec son histoire sur l'école Bedford là, la semaine passée? Hey, ça a pris C'est les centaines d'heures de travail. Alors, elle, pour faire ça, il y a quelqu'un qui a accepté de la payer pour qu'elle fasse ce travail-là, parce qu'il avait les moyens puis il jugeait que ça valait la peine. Alors, mais ça, ce genre d'exemple-là, il n'y en a pas légion. On n'est pas dans le même... C'est pas le même environnement qu'il y a 30 ans. Ah non, puis ça, il y en a plus. Puis ça, c'est, ben, tu sais, ça fait partie de la vie, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a n'importe quelle personne, elle peut prendre son emploi, il a subventionne, elle met 100 heures de travail, elle sort son texte. 5 minutes plus tard, son texte, il est découpé, déconstruit. Une photo de l'école sur Instagram avec... Il en parle dans 8000 podcasts, micro-vidéos sur TikTok, des émissions de radio. Je veux dire, ce contenu-là est partout en 5-10 minutes. Ouais. Mais à l'inverse, l'autre côté de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y en a pas beaucoup, comme il n'y a pas beaucoup d'histoires de ce type-là, on s'abreuve tous à peu près à la même source, ce qui fait qu'on a une espèce d'uniformité dans la diversité. Hein? Regarde les bulletins de nouvelles en Amérique du Nord, en français au Québec, pour rester ici. Prends ces bulletins-là, va écouter TV5 avec Laurent Delahousse ou avec Anne-Marie Lapix, va écouter CNN, va écouter... Et là, tu vois des différences. Mais tant que tu fais pas ça, tu restes pas mal dans le même monde, dans le même univers, dans la même nouvelle. Tu comprends? T'as la même nouvelle du matin qui fait du millage sur toutes les plateformes, comme vous venez de le dire. Et puis la diversité, ben, on n'a pas les moyens comme médias d'investir trop. On le fait, on espère, mais on fait le maximum. On dirait qu'au Québec, c'est encore plus fermé. Tu sais, on est comme, il y en a qui appellent ça un dôme, là, mais tu sais, on est comme une micro-société en français où on fait des choses qui se ressemblent ici, puis on package nos nouvelles entre nous autres. Mais ailleurs, il se passe des choses qu'on n'a pas toujours conscience. Tu sais. On n'a pas, puis moi, je suis un fervent défenseur de la diversité, de la pluralité des sources d'information. Moi, j'écoute 4 bulletins, 5 bulletins par jour de différentes stations de télé à travers le monde parce que... Puis il y a un podcast, écoute, c'est année 25 aussi. Et puis il y a un podcast, tout ça. Mais je suis pas encore... Pour s'endormir. Non, je suis pas encore rendu là, puis je suis transparent avec vous, là. Je suis pas rendu là dans mes... Je fais juste, on parlait de l'immobilier plus tard, là. J'écoute un podcast d'immobilier actuellement. C'est le seul que je me tape. Mais parce que j'ai pas le temps, puis je suis pas là. Je suis pas rendu là encore. Mais t'as pas eu besoin d'être rendu là. On n'a pas besoin d'être rendu là. C'est personnel, là. Exact. C'est pas dans mes habitudes. Oui, ça m'intéresse. Oui, je vais le chercher, mais c'est pas une obligation au quotidien. Mais tu parles de choses qui ont changé, là. C'est intéressant. Tu sais, ce qu'on faisait dans les années 80-90 sont plus comme ça en 2024. Exact. Mais ce qu'on a fait à la fin des années 90, début 2000, je sais pas c'est quoi les années de 110%. T'étais en arrêt de ça, t'étais à TQS. Tu te souviens, tu sais quoi? 95? 2000? C'est quoi ces années-là, peut-être? Je veux pas te le dire. En tout cas, ça fait longtemps, OK? Ça fait très longtemps. J'étais au secondaire. Fait que, c'est 2000, autour de 2000. 97, autour de 2000. Autour de 2000, tu vois, je suis arrivé à TQS en 95. On est déménagé 2 ans plus tard, 97, Il est pas bon dans les dates, mais il est pas payé dans les dates. Non, mais c'est des moments forts. Mais quand 110% est arrivé, là, ça devait être des belles années de télé, là, ça devait être payant. C'était incroyable. C'est souvent que les gars, ils arrivaient, ils devaient avoir des buffets avec des croissants, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à Radio X Montréal, moi, j'avais une image d'une station de radio, c'est grandiose, puis là, j'arrive, je suis comme, ah ouais, ok, il y a une machine à café, puis il faut mettre une pièce, puis je me souviens, il y avait les chaises, ils étaient comme tout pétés, que j'étais comme, tu sais, moi, je vais amener ma chaise Herman Miller. Tu sais, j'étais un peu comme, voyant ce que j'ai vu à TV,
Fait que dans le fond, ben là, je comprenais qu'il y avait vraiment une décroissance, mais c'est sûr que dans les années 95, comment les gars étaient traités, là, les gars qui arrivaient sur le plateau. Ah, moi, c'est ça, c'est que... Étaient-tu traités comme des, tu sais, les joueurs du Canadien, là, tu t'imagines que tu fais le Canadien de Montréal, là, ta première game au Centre Bell, tu rentres dans le vestiaire, tout est préparé, ton déo, ta crème à raser, toutes tes Les gars, avant de se pogner, là, c'était comment? Ben, en fait, Éric Lavallée, qui était le producteur du show, a réussi à créer une petite famille de collaborateurs. Alors, il y avait un nombre déterminé. Je sais pas, je pense qu'il était autour de 12, 13 collabos sur une base régulière qui venaient en fonction de leur disponibilité et des sujets traités. Et puis, chaque fois, ben, Éric les accueillait vraiment comme s'ils étaient chez eux dans son salon. Donc, il y avait des croissants, il y avait il y avait de l'alcool, de la bière. Non, ben... Les gars étaient-tu sobres sur le plateau? Ben, oui. Oui. Oui, ah ouais. Oui. Mais si, il y avait... Oui, il y avait de la coke, oui, il y avait du weed. Il avait réussi à créer une petite famille. Et puis ça, pour moi, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait justement à des gens d'échanger, même s'ils partageaient pas les mêmes opinions. Ouais. Alors, pas parce que tu disais oui, je vais être pour ça, que c'était le positionnement qu'on te donnait durant le show. Tu pouvais devenir un non, je suis contre ça, mais ça marchait pareil parce que tu étais proche des autres, parce qu'il y avait une complicité qui... Mais j'ai plein de questions. Vraiment, ça gagnait combien quelqu'un sur le plateau? Mettons un invité dans le temps, là, fin des années 90. Bateau. C'était-tu le même cachet tout le monde? Oui. OK, puis c'était quoi, 300-400 piastres? Je sais plus. C'était vraiment pas cher. C'était pas tant? J'ai 200 en tête, mais je sais plus. OK. Éric pourrait savoir plus que moi. OK. Ouais. Aviez-vous des plaintes au CRTC? Parce que se pogner en ondes, au CCNR, c'était pas à la... C'était pas... C'est quoi, c'était un autre? C'est pas CRTC? C'était quoi? CCNR, le Conseil canadien des normes de radio-télédiffusion. Tu sais, il y avait des bonnes engueulades. On peut encore en trouver sur YouTube. Le taper 110%, c'est hot, là. Il y a des bonnes engueulades. Ouais. Mais il y avait des plaintes. Le gars un gars qui se faisait traiter qui avait le pénis mou, là. Oui. Ça, c'est pas la même affaire. Non, ça... Non. Ah non, ça, c'est... Evelyne. C'est Evelyne. La nuit. Tu mélanges deux classiques. C'est ça. C'est pas le même classique. mais tu sais... Comment dire avec une plainte? Il y en avait-tu plein de plaintes? Les gars se pognaient pour vrai? Plein non. OK. Plein non. Oui, il y avait des plaintes et la plupart des plaintes, tu sais, dans le processus d'évaluation des plaintes, tu feras une plainte, le CCNR l'accueille, a l'obligation de l'accueillir, de faire une première analyse, comme au DPCP, et là, dire, OK, y a-t-il matière à poursuite ou pas? Et là, si ça poursuit, ben là, il y a un processus qui enclenche. C'est rare que ça se rendait jusqu'au bout? Exactement. C'était rare parce que on est dans l'opinion, on est dans l'édito, on est dans des opinions personnelles. Alors, c'est difficile, journalistiquement, de dire qu'il a glissé à gauche ou à droite. Je te confirme qu'il y a des trucs qui se sont dit qui n'ont pas été retenus comme plainte en 97, qui seraient retenus comme plainte en 2024. Ouais, avec les boss de Radio X sur des affaires qui se sont dit en ondes, ça n'a aucun bon sens. Non. Qu'il ait pu se dire ça en ondes. Fait qu'on acceptait en tant que société des choses qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Mais les gars se détestaient-tu pour vrai? Y en a-tu qui s'haïssaient tu sais, comme qui se parlaient même pas? Oui, il y a un gars qui a écrit un livre. C'est qui? C'est-tu Pierre Rinfray? Pierre Rinfray, il a écrit un livre. Pas sûr, moi. Mais c'est... Je m'en ai refouillé parce que me semble qu'Evelyne Audet m'avait dit ça. Peut-être. Qu'il avait lavé son linge sale sur le lit. Ah, peut-être. Mais ça me dit rien. Non? Je sais pas ce que... Y en avait-tu qui s'haïssaient à la face? Ben, sûrement. Comme dans d'autres médias, il y a des gens qui s'aiment pas. Ça existe. Comme dans d'autres milieux, ça existe. Mais ils s'haïssent, puis là, ils se parlent pas, ils se parlent d'un corridor, puis quand la caméra s'ouvre... Mettre la switch on. Mettre la switch on, puis ils font un job. Parce que c'est des pros. C'est des pros. Mais département... C'est pas vrai qu'une artiste, une chanteuse embarque sur la scène tous les soirs en disant « Je vais donner 100%, puis je file comme 100%. » C'est pas vrai. Puis j'aime mon guitariste, mon bassiste, mon drummer, mon claviériste, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fais le job. La switch est on, puis tu fais le job. Mais quand l'émission est arrivée, tu sais, ça a été marquant dans le paysage sportif québécois. Ça n'existait pas. Tu sais, est-ce que après l'épisode 1, comme nous, ça a été le cas, t'as-tu reçu un appel de Donald Beauchamp? Écoute, Yves, tes boys qui s'engueulent, parce que c'était à cette époque-là que Michel Villeneuve, il avait fait la controverse avec José Théodore. Fait que le Canadien, comment ça a été perçu de la part du Canadien? Ça s'est pas rendu à mon bureau, peut-être à celui de mon patron. OK. Luc Doyon, qui était à l'époque le patron de TQS. Mais à mon bureau, j'ai jamais eu connaissance de ça. Ces plaintes-là se sont jamais rendues là. Et moi, à ma connaissance, il n'y en a pas eu vraiment. Peut-être qu'il y en a eu, puis elles ont été réglées dans le bureau du... Des fois, ils doivent appeler des journalistes directs. Tu sais, je dis, c'est un journaliste qui a fait le move. Mais comment tu dealais avec le Canadien? Tu sais, t'étais à BPM Sport, 91.9 Sport, t'avais des journalistes sur le beat, t'avais des émissions qui parlaient du Canadien à 80-90%. Ouais. Comment tu dealais avec certaines plaintes? Tu savais-tu où tu pouvais aller, où tu peux pas aller? Tes journalistes, quand ils allaient trop loin, ça se passait comment?
je vais faire une distinction bien importante. Les détenteurs de droits puis les non-détenteurs de droits. Moi, je faisais partie de la catégorie des non-détenteurs de droits. C'est bien important, là. Dans l'approche philosophique, ça change tout. C'est-à-dire que tu as plus de grande autonomie, bien que tu es conscient de ce que tu dis, bien que tu es conscient des impacts que tu dis, versus les détenteurs de droits où là, tu as une espèce d'obligation contractuelle. C'est pas défini comme tel, mais ton obligation, elle est morale. C'est-à-dire que c'est presque un partenaire. Je vois loin un peu, là. Alors que quand t'es pas détenteur de droit, t'as pas cette obligation. Une station qui est partenaire avec le Canadien va pas traiter la nouvelle pareil comme une station qui l'est pas. Voilà, oui, j'espère qu'on va faire le même job. J'espère sincèrement qu'on va faire le même job. Mais individuellement, tu sais que ton mood, ton impression, ton feeling est pas le même. T'as une plus grande liberté à BPM Sport, par exemple, ce qu'on avait mis en place, que je pourrais l'avoir à Radio-Canada Sport. Tu comprends-tu? Ou encore à RDS. RDS, il y a des limites qui ne franchiront jamais, alors qu'à BPM Sport, on peut les franchir. Et les conséquences chez nous sont à peu près nulles, étaient à peu près nulles, ou pas grandes, alors que les mêmes propos tenus ou les mêmes circonstances tenues à RDS ont eu d'autres types de conséquences. Ah, c'est vrai, il y a eu des conséquences à BPM. Il n'y a pas un char d'un animateur qui a fait sauter l'année dernière? Là? Hein? Moi, j'embarque pas, là. Non. Exactement où tu vas aller, j'embarque Non, pas. Yves, il embarque pas. Il me fait dire, Yves vient de m'appeler, là, il embarque pas là non plus. C'est rien ce que tu dis là. Mais tu m'as déjà dit à job, c'était comme un peu, puis j'essaie de t'amener là-dessus, je me souviens pas quel mot t'avais pris. C'était comme une tourelle, genre. Ouais. Comme couvrir le Canadien ou le Canadien, c'est une tourelle? Ben, je vais te parler d'organisation. Je parlerai pas du Canadien, mais je vais Une parler organisation en général sportive. Il y a une espèce de principe en gestion assez simple à comprendre, puis l'image pour l'illustrer est assez claire. Mettons que tu es prisonnier. Mettons qu'on est tous les trois prisonniers. On a des tatous d'en face. On a tatous d'en face, on a pour à perpète. Mais on a fait de quoi de grave, là. Une fois par jour, on a le droit de sortir dans la cour, mais au centre de la cour, il y a un mirador. C'est une tour avec des vitres teintées en haut. Et tu sais très bien qu'en haut de la tour, il y a des gardiens qui peuvent te regarder puis prendre des notes sur ce que tu fais pour que ça te nuise dans ta demande de libération future. OK? Alors, ce que tu fais humainement, c'est que tu vas agir en conséquence parce que tu sais qu'ils sont en haut. Mais peut-être qu'ils ne sont pas en haut. Pas grave, tu ne sais pas. Tu vas agir pareil en conséquence comme s'ils étaient là. Alors, dans plusieurs entreprises, tu as une espèce d'enlignement philosophique, tu as des objectifs, tu as un encadrement, mais tu agis en conséquence parce que tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Alors, ça répond un peu à ta question. Puis que tu vas grave, ils peuvent même tirer des petites balles en caoutchouc. Ils peuvent même tirer des petites balles en caoutchouc. C'est comme un cadre grave. Ouais. Salut. Exact. La vraie balle, ils mettent fin à ta collaboration. C'est terminé. Ouais. Parlant de tirer des balles de caoutchouc, moi, ça m'avait frappé quand 110% est arrivé dans le marché. Ouais. Immense succès. Puis là, on va dire, un an plus tard, ou peut-être une couple de mois plus tard, tout le monde, les postes de télé, ont repris le même concept. Je me souviens que Radio-Canada avait fait un show pareil, parce que c'est là que l'antichambre est arrivé. Comment tu t'es senti, puis comment vous avez délai avec ça, de vous dire, Colin, on sort un nouveau show, puis là, les compétiteurs, ils viennent CTRL-C, CTRL-V, la même affaire. Ouais. Comment vous avez vécu ça à l'interne? En fait, à TQS, je reviens à Luc Doyon d'époque. Je parle souvent de lui parce qu'il a été marquant dans le paysage télévisuel. Comme TQS n'avait pas les moyens de TVA, de Radio-Canada, nous étions, et c'était la ligne de parti, on parlait tantôt de ligne de parti, là, ligne de parti de Luc Doyon, de se dire, on est condamné à l'innovation. Alors, c'est sûr qu'on va mettre des choses au monde, c'est sûr qu'on va mettre des concepts en place, c'est sûr qu'on va brasser le camarade de l'industrie, on va essayer des choses, puis ça se peut que des fois on se plante, mais ça se peut que des fois ça marche. Et quand tu fais ça, tu es condamné à être pris si ça fonctionne. Tu sais, je vais donner un exemple concret de Luc. Bleu Nuit, ça vous dit rien, vous deux? Non, oui. Non. Ça vous dit rien. Bleu Nuit, là. Oui, ça nous dit. Ça, là, personne n'écoutait ça, là. Ben non. Personne. Il n'y a pas de bonne cote d'écoute. Non, pas de un peu. Personne n'écoutait le choix en Bleu Nuit ou le poste 79 en bruit. Puis, d'une fois de temps en temps, t'étais comme, oh mon Dieu, c'est pas le style que je cherchais. Mais on écoutait Bouge de là. Fait que, on était découragés. Dans la génération-là, on n'avait pas vos sites aujourd'hui. Continue. De quoi tu parles? Là, je comprends pas. Bleu Nuit. Mais Bleu Nuit, mais non, ça va jamais. Okay. Non, mais tu sais, Bleu Nuit, personne n'écoutait ça. Ouais. Puis on savait le rating, puis c'était pas comme aujourd'hui quotidien, 350, 370 000 personnes qui écoutaient ça. Bleu Nuit? Ouais.
On disait, personne n'écoutait ça. Non, un peu, excuse-moi, les chiffres disaient, un peu. Alors, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que tu peux inventer des choses, tu peux générer de nouveaux concepts. Tu sais, à TVA, la salle des nouvelles, elle est grandement comment je peux dire? La qualité du produit de TVA Nouvelles est due à un homme qui s'appelle Serge Fortin, que vous connaissez bien. Ce gars-là a réussi, parce que ses années d'expérience, à faire un produit top shape, sincèrement concurrentiel dans le marché. Moi, je me souviens de Télémétropole, là. On est ailleurs. Mais Serge Fortin, ça serait-tu comme un bon invité à avoir sur notre podcast? Je pense que oui. Ouais? Faudrait que tu lui demandes. OK, on va te demander ton aide. Mais attends, là, tu m'as embarqué dans ça. Moi, je vais parler de Bleu Nuit. Moi, je vais parler de Bleu Nuit. Moi aussi, je vais parler de Bleu Nuit. Effectivement, je vais. Ben, attends, là, hein? Tu viens-tu de rallumer la flamme de deux petits gars de 8 ans? Moi, j'ai eu Lance et Compte en premier avec Suzy Lambert. Puis après ça, j'ai eu Bleu Nuit. C'était quoi le cheval? Linda. Linda Hébert. Ouais, OK. Linda Hébert dans scène avec Pierre Lambert. Mais Bleu Nuit, là, c'est-tu une production locale? Non. Ou c'est tout le temps? Non. Fait que vous achetez, c'était du traduit. Ça aurait été le fun, t'imagines qu'il y avait, mais non, vous avez jamais pensé. Entre ou en anglais, en français, en japonais, c'est pas vrai. La langue est pas super importante. Non, c'est pas ça que tu regardes. Non, mais j'aurais été curieux, peut-être qu'il y aurait eu de la prod locale là-dessus. Il y en a eu des prods locales. On invitera, je connais le gars d'Adécadix. On l'invitera à un moment donné, ça va être intéressant. Avec Anne-Christelle Goyen. Tu parles. Non, mais tu pourrais inviter le gars de Pornhub. Il est de Montréal ici. Lui, il serait peut-être intéressé de venir redorer son blason. Un peu à c'est ça, exactement, redorer son blason. Pas comme il vit, ça va bien ta vie en ce moment. Lui, je suis pas sûr. Il est pas sûr que je vais te Anecdote, OK? Oui. Je parle de Bleu Nuit, je prends une chance. Georges m'a compté 3-4 fois que un moment donné, je pense que c'était Meeker, mais je suis pas certain. Le soir, salutations, c'est mon chum Meeker, il y avait le soir, OK? Ouais. Puis il était absent 2 journées, puis il avait demandé à Georges à la dernière minute, puis Georges, je pense que c'est toi qui avais demandé à Georges de faire le soir à 91 Sport. Puis Georges avait dit, OK, je te dépanne en riant, mais je fais ce que je veux. Ben oui, j'ai pas le choix. Fais ce que tu veux, tu sais. Puis il a fait genre une affaire sexuelle avec Chuck à mise en onde, qui est aujourd'hui directeur, il fait semblant. Non, mais ça me dit rien ce que tu me dis là. Je suis transparent, je te le dis. Georges m'a toujours dit, Yves, il capotait. Parce que là, on faisait des affaires puis tout. Le lendemain, il m'a appelé, ils nous ont rentré dans le bureau gentiment. Il a juste dit, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, les gars, de faire autant d'allusions au sexe que ça. Puis qu'à genre 13h ou 15h, les codes d'écoute étaient sortis. Puis justement, comme Bleu Nuit, 10 parts de marché, 20 parts de marché. Puis il a fait comme, Georges, il me dit, il est venu me voir et me dire, tu veux te faire une autre journée à soir avec Chuck? Tu vois, ça me rappelle pas. Je me souviens pas. Mais je me souviens par contre avec Isabelle Maréchal. Avec Isabelle, ce qu'on faisait à 98.5 à l'époque, on faisait des tests de bloc horaire. C'est-à-dire qu'on se disait, si, mettons, elle avait un show de 10 à midi, à 98.5, on se disait, si de 10h15 à 10h30, on avait tous les jours un sujet sexuel ou de nature sexuelle, on pourrait voir si ça attire davantage d'un jour à l'autre. Puis effectivement, oui, absolument. On pouvait voir tout ce qui est sexuel a marché sauf une affaire. Celle où Georges a invité une fille à nous donner des jouets sexuels en ondes. Mais le monde, il n'y avait pas l'image dans le temps de YouTube. Puis j'étais déguisé en Père Noël. Tu te souviens-tu de cette journée-là? Non? OK, parfait. Puis on avait mis la fille qui est venue, c'est celle de Sexe Oral. Pas Dr.G. Québec. Exact. Dr.G? Non. Oui. Non. La fille de Québec, de Radio X, c'est pas elle? C'est pas la même. C'est pas elle. Excuse-moi. Okay. Puis, il nous avait donné comme des écoute, Yves, t'es pas obligé d'embarquer. Il nous a donné des vulves en caoutchouc pis tout pour, comme, faire ce que t'as à faire. Moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Fait qu'on le laisse là pis tout, pis t'allais en mettre un sur les bureaux des boss. Bien, je pense que c'est pas radio à ton bureau, mais c'est après le pire segment de radio. Je suis déguisé en Père Noël, pis là, elle nous montre les trucs sexuels, puis Georges embarque, puis moi, j'étais avec Patnaud, dégueulasse comme mouvement. Puis le lendemain, on arrive au bureau, puis Bruno, il avait pas vu encore que quelqu'un y avait déposé une vulve sur son bureau. Drôle de journée. Ça va faire une. Tu vois, tu me dis quelque chose que je sais. Tu savais pas, t'avais pas des conseils de ça? Non. Moi, je veux élargir un peu du sport. Là. Tu parlais de ta collaboration avec Isabelle Maréchal. Oui. C'est quoi ton projet que tu as travaillé avec une vedette de la radio qui a été comme le plus fun, le plus stimulant que tu as fait? Ah, j'ai fait telle affaire avec, on va dire, Benoît Dutrisac ou Richard Martineau ou Jean Pagé, puis que l'émission, là, c'était le concept, l'idée, ça, t'as senti une fébrilité. Moi, j'étais plus genre dans les structures, la mise en place de structures. Ma principale,
Celle dont je suis le plus fier, c'est BPM Sport. Ouais. Le réseau BPM Sport, c'est l'architecte. Je suis parti de zéro, je suis parti d'une idée avec Robert Anger. On a construit, on a bâti, on a mis en place les outils. On a découvert comment trouver les moyens d'être un réseau sans l'être, tout en conservant la nature de chacun des... En tout cas, c'est un projet très complexe, mais ça, pour moi, c'est une réalisation. Mais tu comprends que là, je suis dans la mise en place d'une structure, d'une organisation. Alors, je suis pas dans un produit spécifique. Même chose avec CKAC. J'ai, avec Mario Cecchini à l'époque, transformé CKAC de l'époque en CKAC Sport. Ouais. Alors, ça aussi, c'est une grande réalisation. Pour moi, c'est une grande réalisation. 98.5. Ce que vous entendez aujourd'hui, c'est les pacings que j'ai fait, ou à peu près, à la minute près, il y a 30 ans. Pas 30 ans, j'exagère, mais en 2007... Ça fait pas mal longtemps. En 2007, c'est les pacings que j'ai fait à la minute près sur mon bureau, puis je me vois encore en train de les calculer, puis on arrive dessus, tu sais. Alors, oui, c'est des réalisations comme ça, mais je suis dans la mécanique, je suis dans les produits, je suis plus dans l'architecture de l'opération que dans des projets spécifiques avec des individus. Ouais, tu parles de CKAC Sport. Moi, je me souviens quand j'avais appris la fermeture de CKAC Sport, Ouais. tu sais, ça avait été comme une immense genre de tristesse. Oui. Je m'en souviens encore Oui. quasiment où est-ce que j'étais, quel auto je serais dans ma vieille Chevrolet Cavalier rouge, 4 portes, vraiment pas sexy. Puis là, ça c'est arrivé, puis je m'étais dit comment je vais faire pour avoir mes nouvelles du sport. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas le câble, fait que j'avais pas Sport 30. Là, je lisais la presse, je lisais la Gazette, puis après ça, j'étais comme l'Internet était pas encore si populaire que ça. Fait que toi, comment tu t'es senti quand t'as appris que hey, on ferme la clé, c'est game over, il y a plus de station 100% sport à Montréal? Tu parles de 2011 où on a transformé CKAC Sport en radiocirculation. Ouais, j'étais... D'abord, j'avais été remercié. C'est une des 3 fois dans ma vie où j'ai perdu mon emploi. Avant ou là? Là. Cette journée-là, ce Là. changement-là. Dans ce changement. Moi, c'est en février que je suis parti, et quand on m'a parti, et je pense que le changement a été fait au mois d'avril-mai, quelque chose comme ça, annoncé au mois d'avril-mai pour septembre. OK. Écoute, triste dans la mesure où je pense que Montréal se doit d'avoir une radio sportive comme tous les marchés dignes de ce nom en Amérique du Nord. Ouais. Pour moi, là, c'est à la base, cette réflexion-là, elle est solide depuis des années. Et puis, de perdre ça, pour moi, c'était triste, mais en maintenant porteur d'avenir. Parce que s'il n'y en a plus, c'est pas vrai qu'il n'y a pas des gens qui vont vouloir en avoir une. Et il y a d'autres projets qui vont arriver. Il y a d'autres organisations. Aujourd'hui, on ira plus loin dans ce côté-là, mais il y a d'autres organisations qui vont s'y intéresser et qui vont vouloir prendre la relève. Ce qui est arrivé avec BPM Sport. Ça a pris du temps, Ouais. mais c'est arrivé. Mais c'est-tu rentable avant? Tu sais, ça ne l'était pas si on changeait ça en radiocirculation. Ouais. C'était pas rentable, CKAC Sport? Dans les dernières années, là, quand ils ont changé, Dernière année, on a fait du profit. Où j'étais là, on a fait du profit. quand ils ont fermé CKAC Sport, dernière elle année. faisait du profit? Oui, mais très peu. OK, Oui, ça- mais c'était quand même rentable. Coûte cher les produits parlés, là. Ça coûte de l'argent, s'il vous plaît, là. Tu sais, on n'est pas dans le radio musical. De mémoire, ils donnaient une subvention, par exemple, pour radiocirculation. De mémoire, quand ils ont passé, Ouais. le gouvernement décidait d'investir, qui était probablement un montant plus élevé que les profits de CKAC Sport. Voilà, c'est une entente avec le gouvernement du Québec sur OK. radiocirculation, le 511, pour être capable d'avoir en temps réel ce qui se passe et de payer le staff pour le faire. Et à ce moment-là, tu payes 3 quarts de travail par jour, 7 jours par semaine, puis un metteur en ondes. Alors, ça te coûte 2 personnes au lieu de te coûter une équipe au complet. Alors, d'un point de vue purement mathématique, c'est sûr que coûte moins cher. Puis c'était-tu rentable? C'est-tu encore rentable, une radio? Tu sais, c'était rentable la dernière année de CKAC Sport, 2017? 99 Sport, Moi, je te BPM dirais, Sport, c'est-tu rentable ou c'est-tu rentable? Ça se peut-tu que ça soit rentable? La réponse, probablement que c'est non. Plus maintenant. Le marché de la radio à Montréal, il faut que vous compreniez, il y a 10 ans, ça représentait à peu près 108, 109 millions de revenus. OK? Aujourd'hui, on est passé à 75. Alors, il y a un recul naturel d'investissements qui ne se font plus en radio à Les Montréal. salaires coûtent plus cher, le monde coûte Attends, plus cher. radio ou radio sportive? Radio. Radio. L'ensemble du marché radio à Montréal, 108 millions à peu près par année, à 75. On a reculé de 25 %. Là. Puis ça va reculer d'un autre 25. Ben, en tout cas, il n'y a pas pour l'instant. Moi, je vois pas un avenir glorieux. Je pense qu'il faut réfléchir au modèle d'affaires. Il faut aller ailleurs. C'est-à-dire que, puis je vais donner un exemple bien niaiseux, puis il est peut-être pas correct, puis il est certainement pas réalisable, mais mettons que Métro achetait BPM Sport, ou que Métro achetait Rouge FM, ou achetait une station pour en faire ce porte-parole de ses produits en priorité. Alors, dans le bilan annuel de Métro,
on comprend que la radio serait une petite partie, pas très importante, mais en même temps réussirait à rentabiliser ses opérations. Prétendument réussirait à rentabiliser. En faisant parler d'eux, mais c'est un peu le modèle québécois avec certains médias de Québécois. Absolument. Moi, j'ai souvent essayé de faire ça avec 25 cents. Je l'avais essayé autant avec Molson qu'avec Bud Light. Que moi, quand j'avais 25 cents, je me disais, vous dépensez tellement d'argent en pub, puis moi je leur disais, mais tant qu'à vous-même vous lancer dans les réseaux sociaux, puis de vous lancer dans des sites internet, puis faire des activations, acheter mon brand, puis 100% de ton intégration, t'es comme, tu contrôles le média, tu contrôles tout, mais je pense que surtout dans le climat actuel, avec tellement les controverses des nouvelles, que il y aurait peut-être eu une opportunité que ça se passe, on va dire, entre 2015 puis 2020, il y avait une opportunité. Mais là, aujourd'hui, les gens sont tellement sensibles par rapport à toute l'inclusion puis les sujets à aborder que, tu sais, du jour au lendemain, Métro est propriétaire d'une station de radio, puis là, les gens, ils aiment pas Richard Martineau, puis là... Boum, on associe. Boum, on n'achète plus Métro à cause que Richard Martineau a fait une joke qui a mal passé. Mais là, on parlait d'argent, sport, contrat. Moi, ma place de parking meurt. Ouais, moi aussi. La tienne aussi. Moi, j'ai une question, puis je veux qu'on parle de sa job d'immobilier. OK, parfait. Mais moi, ma question est courte. C'est quoi le plus gros contrat d'animateur sportif que tu as déjà donné? Moi, il y a un gars qui m'a déjà dit qu'il avait signé 3 ans, 1 million. Il m'avait dit ça de même. Ah, moi, il a signé 3 ans, 1 million. C'est quoi le plus gros contrat que tu as donné? Ce qui est dans un bureau de boss reste dans le bureau de boss. Je te donnerai pas cette information-là. Mais t'es pas obligé de me dire le nom, mais un salaire? Non. Je vais te répondre à l'inverse, un peu niaiseusement. Tu vas me dire, les gros salaires de 200 000 et plus dans l'univers des médias, il y en a de moins en moins. Et ça va être de plus en plus rare. 200 000 et plus, là, il y en aura plus beaucoup. OK. Tu fais partie d'une vieille génération puis t'as amené ton monde. Ouais. OK, puis c'est pas négatif, c'est ça, tu sais. Ouais. Des gars comme Yves Bombardier, il y en a de moins en moins dans le milieu. Les gars, ils partent, ils prennent leur retraite. Tu viens d'ailleurs de prendre ta retraite. Ouais. T'es parti depuis quelques mois à peine. Ouais. T'as amené du monde que tu connaissais comme j'amènerais du monde que je connais si je montais un échelon dans la vie, j'amènerais Jean que moi. T'as amené Pierre Rinfret. Ouais. Au 91 de sport. Ouais. T'as amené Yvon Pedneau. Les deux ont fait partie de tes comités de sélection, c'est-à-dire qu'il y avait un certain opinion, pas droit de regard, mais ils recommandaient des trucs pour la programmation de BPM Sport 91 de sport. Mes espions me disent que tu as voulu faire une émission du midi avec les deux qui aurait été excellente, mais que malheureusement, je pense que Pierre Rinfret est décédé dans ce moment-là. Ouais. Là, c'est Paul Oud qui est décédé dernièrement. Ouais. Fait que, premièrement, tu vois plein de ton monde décédé. Ça, c'est plate. Ouais. Comment t'as dealé avec les dernières semaines, derniers mois de Paul? Parce que c'était plus le même qu'on entendait en ondes qu'avant. Fait que comment c'était en arrière du micro puis dans les... Je comprends le sens de la question. C'était l'un des moments les plus difficiles de ma carrière à gérer. D'abord, il faut comprendre que quand t'engages, en tout cas moi, quand j'engageais, c'est des gens que j'aime. Alors, c'est tout du monde que j'aime. Tous ceux qui sont de BPM Sport, je les ai tous engagés, ou à peu près. Même Tony Marinaro, qui vient d'arriver, ça fait 3 ans que je voulais coucher avec. Puis, c'est pas moi qui a couché avec, c'est mon patron qui a couché avec. C'est un bon parti. C'était un bon parti. Ça ferait un bon bleu nuit, ça. Mais je les ai tous engagés, donc je les aime tous. C'est-à-dire que c'est des gars avec lesquels j'ai une connexion, puis j'avais espoir de quelque chose. Et Paul rentre dans cette catégorie-là du temps de 98.5. Je l'ai engagé en 2007 avec Mario Cecchini. On a engagé Paul parce qu'on l'aimait, parce qu'on trouvait que c'était intéressant, puis il y avait quelque chose à dire, puis lui, il voulait ça. Alors, quand je l'ai réengagé au début, il faisait des week-ends, c'était avec l'esprit d'avoir un autre show dans la grille. Puis là, l'occasion s'est présentée pour le matin. Je l'ai convaincu de quitter ses semaines pour venir retravailler la semaine au mois de juillet. On a 4 rencontres. J'ai réussi à le convaincre de faire le saut. Il embarque, et là, les discussions qu'on a sont fantastiques. Où on s'en va, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le show. Il y a de l'énergie dedans. Il rentre à l'automne, et là, pour une raison que personne ne comprend. Même pas lui. On sent que Paul est pas le même. Répond pas de la même façon. Alors, avec Catherine Huet, qui était sa productrice, avec laquelle il était très proche, on s'est assis à plusieurs reprises. Est-ce que tu as des idées? Penses-tu qu'il y a des choses qu'on pourrait faire? Comment on pourrait améliorer pour que Paul retrouve ce qu'on voulait avoir de lui comme produit, sa réaction? Le Paul, il est où? Et pendant un certain nombre de semaines, je me suis senti obligé d'assister au show du matin pour essayer d'encadrer, comprendre moi-même la dynamique. À un moment donné, tu pensais que c'est juste la fatigue. Hey, il est peut-être âgé, on se lève tôt le show du matin, là. C'est tough, là. C'est le show du matin. Alors,
pendant 6 semaines, je l'ai accompagné avec Catherine. On s'est assis pendant plusieurs semaines. Et Paul comprenait pas. Lui non plus. Et Paul disait, Yves, oui, je comprends ce que tu me dis. Il y a de l'expérience, puis on a assez une transparence et une complicité pour qu'on se dise les vraies affaires. Ça, c'était pas bon, ça, c'était bon, ça, c'était pas correct. Il dit, oui, je comprends ça, je vais faire attention, on va corriger telle affaire. Mais ça arrivait pas jusqu'à ce qu'il arrive au diagnostic qui, malheureusement, l'a mené à son décès. Mais toute cette période-là, où est-ce que tu pars de ma star, un jour, va finir par leader la station, à le gars, il est plus capable de faire la job, il a pas, puis il sait pas comment. Tu sais pas Toi, tu sais pas comment il tire non plus, comment l'accompagner. Tu peux l'accompagner, mais... Dans le fond, c'est d'être empathique, c'est d'être proche. Mais en même temps, il faut que tu livres un produit. Puis en même temps, il faut que tu livres un produit. Mais pour moi, j'ai toujours été la même affaire. C'est-à-dire que tu le sais, tu as été dans mon bureau à quelques occasions. Moi, je veux comprendre ta réalité, je veux comprendre ce qui t'énerve, je veux comprendre pourquoi ça fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne pour être capable de t'aider. Ah, c'est la même chose avec Paul. Puis ça a été assez tough, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ça fait, Yves Bombardier, aujourd'hui? Comme là, après le plateau, demain, hier. Là, j'arrive d'une rencontre avec les autres membres de Sutton Immobilier. Je suis chez Sutton Immobilier. Je fais de l'immobilier. En fait, depuis 5 ans, j'en fais à temps partiel avec une liste de contacts de références personnelles. Alors, c'est des gens que je connais. Alors, je fais entre 10 et 15 transactions par année. Je faisais entre 10 et 15 transactions. C'est 6 000, ça veut dire qu'il fait entre 60 et 90 000. Continue. Okay. Ou qu'on peut trouver sur TikTok parce que tous les courtiers immobiliers maintenant font des blagues sur TikTok. Alors, je ne suis pas sur TikTok. Ah, quel dommage. Parce que moi, ce que je veux faire essentiellement pour répondre à ta question de façon plus précise, ce que je suis en train de développer, c'est une cible des 50 ans et plus. Acheteur ou vendeur de condos, c'est ma clientèle privilégiée. C'est vraiment elle que je cible en premier. Bien sûr, je m'empêcherai pas de faire des transactions puis d'accompagner du monde ailleurs, mais mon contenu, tout ce que je veux mettre de l'avant, en podcast un jour, en capsule, etc., mon contenu s'adresse aux 50 ans et plus. Cette clientèle-là, je la comprends, je comprends où ils sont, et j'ai du plaisir à travailler. Moi, les premiers acheteurs, ça marche pas vraiment. On veut pas faire affaire avec un vieux monsieur. Là. On va chercher les TikTokers. C'est correct. Mais vieux monsieur, là, ça n'intéresse pas. Alors, dans ce contexte-là, et c'est ce que je fais, de l'immobilier à plein temps. Là, tu vois, je suis depuis le mois de mai dernier, le 28 mai, j'ai vendu 7 propriétés. J'enseigne une 8e demain après-midi 13h. Nous autres, on a quoi? On a Yves, on a eu Odile, Dave Saint-Germain. Ouais. Nous autres, on va devenir un podcast des courtiers. De courtiers immobiliers. Ouais. Je suis vraiment curieux que, probablement, cette saison, moi, je suis curieux de voir parce que mes parents vont vendre leur maison, la Cachigan. C'est bon, ça. Puis je sais que, tu sais. C'est bon, ça. C'est une belle maison. C'est une belle maison, c'est bon, ça. Ouais, parce que même cette année, là, Jonathan Bernier, un ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, il a mis sa maison à vendre au lac pour 9 millions. Ouais. Mais au lac Achigan, il y a 5 ans, n'importe quelle personne qui demandait 1 million et plus, tout le monde au lac disait c'est un esti débile. C'est fou. C'est un esti débile. Mais je pourrais pas me racheter aujourd'hui. Où est-ce que je vis à Mont-Royal actuellement, je pourrais pas me racheter. T'es à Ville-Mont-Royal? Je vis à Mont-Royal, je pourrais pas me racheter. Ouais, en Ville-Mont-Royal, t'as rien en bas de 3. Mais même toi, Jean, c'est plate, là, mais tu sais, ce que t'as acheté avec ta vente de 25 Stanley, au lac Achigan, pas loin de Joe Bernier. Tu pourrais pas l'acheter. Impossible. C'est ça. Exact. C'est ça. Ouais, je peux pas, impossible. Ouais. Alors, le truc là-dedans, ce qui est intéressant, puis là, c'est là où je me distingue des autres, en tout cas, je prétends me distinguer des autres, c'est un jour de me dire, c'est que je prends, parce que Sutton a cette capacité, ce modèle d'affaires-là, on prend les transactions du début à la fin. Je suis pas un spécialiste d'une des parties de la transaction. Je prends ça du début à la fin, je l'accompagne, et c'est vraiment un accompagnement. Et j'ai, avec cette proximité-là, des gens, d'abord, c'est les premières rencontres, c'est prendre conscience des besoins, des enjeux, des craintes, des anxiétés des gens qui achètent ou vendent, et les accompagner, les rassurer tout le long, puis les tenir au courant, vous le savez. Je suis un straight shooter. Alors moi, je te donne la dope. Décide, c'est pas ma décision, c'est pas moi qui va vivre là ou qui va vendre ma propriété, mais moi je vais te donner tout ce qu'il faut. On va tout te donner pour que tu prennes la meilleure décision possible. Exact. Merci Yves d'être venu. J'apprécie. Ça a été pas si pire. On a pas utilisé de safe word. Je suis pas mort. Non, ça. Mais moi, je veux savoir. J'aime ça avoir des noms. T'es pas obligé, pas en ordre de classement. Mais c'est qui, on va dire, ton top 3, ton top 2 des meilleurs animateurs, journalistes, chroniqueurs sportifs? Je peux-tu te gosser dans l'oreille? Je vais te dire ce qu'il va dire, OK? Journaliste, animateur sportif, OK? Non, mais quelqu'un qui a un micro au Québec. Toujours vivant. C'est bon? OK. Je sais pas si j'ai envie d'aller là parce que ces gars-là sont encore en ondes, mais il y en a 7 ou 8 là, qui sont très bons dans le marché. Ben, qui en a? Ah, mais
Ben, top 1, top 2. Rien de négatif. Ah ouais, on ne demandera pas les moins bons. J'ai pas demandé top c'est 1, qui top le 2. pire. Non, mais c'est parce que le problème de dire des noms, c'est qu'on en exclut d'autres. Ben non, mais ils sont 100, puis, là. T'en nommes 2. Ils seront 98. c'est Ils se feront un party des 98 exclus, là. Tu sais, Non, moi, mais- quand je dis que Cole Caulfield puis Lane Hudson, c'est mes deux Oui, joueurs préférés. Rien contre Fedalka, là. Non, Jean, t'es Jean. Moi, je suis pas Jean. Fait que ça, pour vrai, ça te tente pas? Top 1, Non, top ça me 2? tente pas. Non, ça me tente pas. Mais il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de gars, de filles, moins de filles malheureusement, mais beaucoup de gars capables de faire des Christy de bonnes jobs. Ça, c'est clair. Il y en a beaucoup. Jean-Charles en est un. Jean-Charles est un, absolument. Moi, je considère que Jean-Charles, en tant qu'animateur radio, il y a personne comme Jean-Charles Lajoie pour comment il prend un micro puis comment il allume. En télévision, c'est comme différent. Puis tu sais, j'ai vraiment vu la différence, mais Jean-Charles au micro, il y a personne comme lui. La radio, c'est le théâtre de l'imaginaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis le podcast, C'est ça. c'est le street fight du... Non, c'est rien. Écoute, merci. Ben, bienvenue. Merci Ouais, beaucoup, oui, il me les reste gars. 35 Gentil. secondes, il va falloir que je cours. Ouais, OK. T'es venu. Moi aussi. Merci Jean. Merci. Arnaud derrière la console. Serge qui est là-bas. Tout le monde à la maison. Le Patreon. Stanley 25, ça va se trouver. Puis les réseaux sociaux, 9 millions partout. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, name it. Yes, bon, sir. peace.